Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Jamini. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Rebecca Louyeye, je suis conseillère en image et style et je présente mon émission qui m'appartient bien évidemment et qui veut tout simplement dire croire en soi, en Swahili. L'objectif de cette émission, c'est que vous puissiez retrouver votre confiance en soi, votre estime de soi. Peut-être que vous avez traversé des moments difficiles ou des proches à vous ont traversé des moments compliqués et les témoignages que vous allez entendre ici, ce sont des personnes qui ont traversé la même histoire que vous. Et vous allez voir ici comment vous pouvez vous relever après des épreuves. Et pour cela, mon nouveau bébé est né, il s'appelle Jamini Thérapie. Et ça, c'est grâce à Luc, les frères et Lumière. C'est pour ça, entourez-vous des bonnes personnes qui savent détecter, comment je peux dire, les dons, les talents qui sont en vous et qui vont vous pousser. J'ai fait un appel à témoins que je vais vous présenter dans les quelques secondes qui arrivent. Je souhaite recevoir sur mon plateau des hommes et des femmes qui ont traversé des moments compliqués, des moments difficiles qui vous ont traumatisé. Le but n'est pas de faire comme ce plateau ici, de pas venir raconter une story time. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'on fasse un travail ensemble de thérapie, que vous travaillez sur tout ce qui a pu vous traumatiser, qu'on cherche à déceler quels ont été les éléments déclencheurs qui ont permis que vous puissiez traverser cette situation et que aujourd'hui vous êtes traumatisé ou non. Sans plus tarder, le teaser. Moi, j'ai jamais été confrontée à la mort. Et si parler devenait une thérapie? On va parler de ton histoire, de ce que tu as vécu. Bienvenue dans Jamini Thérapeutique, un espace où les mots pensent les mots. Et je lui dis, elle est où maman? Dans Jamini Thérapeutique, des hommes et des femmes viennent raconter leur histoire. Le fait que tu n'arrives pas à exprimer tes émotions, tu es en train de rejeter Quelque chose de beaucoup plus profond. Allongés sur un canapé, ils déposent ce qu'ils ont longtemps gardé en silence. de faire en sorte de pouvoir mettre des mots sur les mots. Je me cachais vraiment. Je les écoute, je les questionne sans jugement. Et tu as fait un transfert sur ton enfant de manière même inconsciente. Tes émotions, tu les as enfouies. Ensemble, on explore les blessures, les émotions et les mécanismes inconscients. Aujourd'hui, je reçois pour vous Marie. Marie a traversé une histoire qui m'a beaucoup touchée. On va parler de la parentalité. C'est un sujet, on l'aborde, mais il faut savoir que d'une femme à une autre, on ne vit pas pareil la parentalité et il y a des épreuves qui peuvent nous choquer, nous traumatiser et des fois même, nous ne sommes pas préparés à cela. Aujourd'hui, le thème, c'est la prématurité. La prématurité, qu'est-ce que c'est et comment Marie a pu traverser cela? Bonjour Marie. Bonjour Rebecca. Comment tu vas? Ça va et toi? Je vous explique qu'elle était stressée, ok? Donc on va la détendre tout de suite. Vous voyez, j'ai été très pro là dans ma manière de parler, je redescends. Là, je prends ma casquette de Rebecca Louyeye. Ouais. Donc tu étais stressée, mais t'inquiète pas, ça va très bien. Stressée, je Ça le va sens. bien se passer. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. On a échangé pendant longtemps. Tu m'as beaucoup touchée. On a été très surprise d'entendre cette histoire. Du moins, moi, quand je l'ai reçue, je l'ai écoutée, je me suis dit, en fait, il y a des femmes qui souffrent et qui ne le disent pas. Et surtout, ce n'est pas écrit sur leur front. Ouais. Comment tu vas? Aujourd'hui, ça va très bien. Et comment va notre bébé miracle? Moi, c'est Joy. comme ça que je l'appelle. Bébé miracle. Il va très très bien, tu l'as vu, il va bien. C'est quoi la signification de son prénom? Joie. Joie. Mais vraiment, il est venu vraiment apporter la joie. Hein, La parce joie. que Dans tout ce qu'il fait. je dans connais tout ce la qu'il est, Marie joie. chaude là. Mais je trouve que depuis que bébé Joy est arrivé, tu t'es calmée, Ouais. la douceur est rentrée. Bah, je suis maman. Beaucoup plus de maîtrise de soi. Il faut. Je suis très contente. Mm. Comment se passe la vie au quotidien avec un bébé? Alors que personne ne vous mente sur les réseaux sociaux, la vie avec un bébé, c'est très 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 compliqué dans le sens où ça peut être très épuisant, mais c'est autant épuisant que joyeux. Joie. C'est beaucoup d'amour tous les jours. Je me dis, oh, il me fallait Joy. Et c'est très compliqué dans le sens où c'est un changement, c'est brutal, les hormones, la parentalité, le couple, le ceci, les familles, nanana. Et d'autant plus la prématurité. Mais ça n'enlève en rien l'amour que c'est, la joie que c'est. Et à refaire, je le refais 1000 fois. Oui, mais moi j'ai une question parce que vous dites souvent c'est bien, mais c'est dur, c'est compliqué. En fait, c'est contradictoire. Autant ça peut être un bonheur, autant c'est compliqué. Honnêtement, dis-nous, qu'est-ce qui est compliqué? Parce que... tu sais, je vais te dire quelque chose qui me paraît, comment te dire, kitsch,
Ou en tout cas, quand j'entendais les mamans dire ça avant, je me disais, ouais, Elle abuse. ma chérie, Calm down. arrête, à d'autres. Et en fait, il y a des fois où, par exemple, s'il pleure, ou qu'il s'arrête pas de pleurer, ou qu'il est malade, ou que tu es fatigué, tu te dis, mais j'en ai marre, je suis fatiguée. Même si tu as la famille, le papa, les amis qui t'aident, en fait, la plus grosse charge, elle est, en tout cas pour ma part, je ressens comme ça, elle est sur moi, et je me dis, je suis fatiguée. Et en fait, je suis fatiguée, j'en ai marre, et puis quand il me regarde, il sourit, je me dis, bon, allez, encore une. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, en fait, oui, il y a la fatigue, surtout que moi, j'étais quelqu'un qui dormait beaucoup. Le sommeil, c'est fini. C'est terminé. mort. Je dors toujours parce que Dieu merci, mon bébé fait ses nuits, mais c'est plus le même sommeil. Tu as un sommeil où tu dors pas sur tes deux oreilles parce qu'il faut que tu écoutes ce qui se passe, s'il se réveille, etc. Mais au-delà de la difficulté que ça représente, de la responsabilité que ça représente, ce n'est absolument rien comparé à la joie que c'est. Voilà pourquoi il s'appelle joie. Wow, c'est très beau. Et comment est-ce qu'il est arrivé dans ta vie? Parce que je pense que toutes les personnes qui ont écouté l'introduction, elles se disent qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas toujours été la joie. Il faut savoir que j'étais enceinte en début d'année 2024. La grossesse n'a pas été jusqu'au terme. Ça, c'est le sujet, c'est un autre sujet, mais c'est important de le savoir pour comprendre dans quel état psychologique j'étais au moment où j'ai appris que j'étais enceinte et pendant la grossesse et l'après-grossesse. Je suis tombée enceinte le 20 avril 2024. Je l'ai su le jour même. Je le savais. Je ne sais pas l'expliquer, je ne peux pas l'expliquer, mais je le savais. Je le savais, j'étais persuadée, même si un médecin, des gens m'auraient dit non, c'est pas possible, c'est faux. Je le savais. Je ne sentais rien physiquement. C'est pas possible, j'imagine, à ce terme-là de la grossesse, de sentir quelque chose physiquement, mais en tout cas, dans mon esprit, dans ma tête et même dans mon cœur, je sentais que je portais la vie. Tu l'as senti au bout de combien de temps, combien de jours, combien d'heures? C'est fou ce que je vais dire, mais c'est comme si le rapport a lieu à 10h et à 11h30, je sais que je suis enceinte. Waouh. Dingue. Comment ça se fait? Comment je sais pas. Ça? Je sais pas l'expliquer. Je pense que j'ai des dons parce que voilà, on est chrétien, on sait que voilà. Mais j'ai. Dons bien, désolé. Ces dons à elle, ils sont très bien. Si elle arrive à sortir une grossesse comme ça, vraiment. Non, Dieu te bénisse. Amen. Toi aussi. Merci. Mais c'est comme je te disais, un exemple, c'est comme si le rapport a lieu à 10h et qu'à 11h30, je suis persuadée que je suis enceinte. Et ça, tu le dis au papa ou pas? Bien sûr. Comment il réagit? Il me dit, vas-y, toi, qu'est-ce que tu me racontes? Oui. Il me dit, ah, peut-être. Après, il me dit, ah, bah, peut-être. Pour lui, c'est en fait, peut-être qu'il a dû se dire, bon, elle est folle, mais si je lui dis, elle va se vexer, donc je lui dis pas qu'elle est folle, tu vois. Mais il a pas mal pris, mais vas-y, toi. On a acheté des tests, et comme tout le monde fait, j'en ai acheté 2, parce que je savais que le premier allait être faux, parce que c'était trop prématuré, sans mauvais jeu de mots. C'était trop prématuré, donc forcément il dit que je ne suis pas enceinte, mais malgré voilà, j'étais trop pressée de dire regarde, j'étais pas folle, tu vois, malgré le fait que il y avait écrit que j'étais pas enceinte sur le premier test, je savais que j'étais enceinte. Donc pour moi, c'est le test qui avait un problème, pas moi, tu vois. 2 semaines après, j'étais censée aller avoir mes règles, je les ai pas eues, je savais très bien que j'allais pas les avoir, mais je me suis dit bon, dans un bon sens, on va attendre 2-3 jours de retard, sachant que moi, je suis réglée comme une horloge. Donc, on va attendre 2-3 jours de retard. Et si au 3e jour de retard, je n'ai pas mes règles, au soir, je ferai un test de grossesse. Sachant qu'il est préconisé de faire des tests de grossesse le matin, il me semble, parce que dans les urines, il y a toutes les informations. Moi, je l'ai fait le soir, il était 1h du matin. Donc, pour ça, tu as calculé le matin à 1h. Exactement. Je n'ai pas triché. Je fais le test de grossesse et je me souviendrai toute ma vie. C'était l'anniversaire de ma nièce ce jour-là en plus. Je fais le test de grossesse le 7 mai. Comme je t'ai dit, je suis tombée enceinte le 20 avril. Donc, on est à 3 semaines à peu près après. Je fais le test de grossesse le 7 mai à 1h du matin. Enceinte 2-3. Waouh. Ta réaction? Mais comment tu vas être choquée? C'est pas ça que ça dit. Parce que même si je le sais, le fait que quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, bien sûr, appuie sur ce que je dis, donc je ne suis pas folle, donc tout ce que je ressentais dans mon esprit, c'était réel. Voilà, c'est vrai. Et donc j'avais enfin une preuve pour le papa, que je le disais depuis, mais pour lui, c'est pas lui qui porte l'enfant, c'est pas lui qui sent quelque chose. Donc pour lui, c'est utopique. Mais le fait que
il est aussi la validation. Bah, du coup, on était à deux dans le truc. On va avoir un bébé, tu vois. Pourtant, c'était pas forcément prévu à ce moment-là. Ok. Mais c'était pas non plus une mauvaise nouvelle pour moi. C'était, c'est jamais une mauvaise nouvelle selon moi. Mais c'était très bien. Et comment la grossesse a évolué? Alors, j'étais très bien. J'étais en bonne santé comme je suis aujourd'hui. Tout se passait bien. Au début, je ne l'ai pas dit à ma famille parce que comme je t'ai dit au début, j'étais enceinte au début de l'année, donc ça avait déjà un peu perturbé ma famille, mon entourage, donc j'allais pas venir tout de suite, ah, je suis encore enceinte, tu vois. Et même, je voulais moi-même être sûre de comment allait se dérouler la grossesse, etc. J'ai pas vécu un événement qui peut m'alerter ou quoi que ce soit, peut-être mais comme encore une fois, j'ai jamais été enceinte autant de temps, donc je ne savais pas si c'était normal ou pas, tu vois. Mais l'événement en question, c'était qu'un jour, j'avais rendez-vous chez la sage-femme, en début juillet de l'année dernière, donc de 2024, et je sentais un poids sous mon ventre, entre le ventre et tu vois, très bas dans mon ventre. Je sentais que ça pesait lourd. Je me disais, bon, peut-être qu'il est lourd, mais il faisait quelques grammes à ce moment-là, donc j'aurais pas dû sentir ce poids-là. Et j'en ai parlé à la sage-femme, c'était la sage-femme de remplacement parce que ma sage-femme qui me suivait était en vacances. Et elle me dit, oh, mais c'est pas grave, c'est normal, à l'échographie tout va bien, il n'y a rien qui se passe. Ok. Ensuite, en août, on a l'anniversaire de ma nièce, d'une autre de mes nièces, et on avait décidé d'aller à Disney. On va à Disney, ma première fois à Disney enceinte, je n'avais pas fait grand-chose comme attraction, mais j'ai beaucoup marché ce jour-là. Et donc, du coup, j'ai eu très, très mal au ventre en rentrant. Il était genre 23h, j'avais mal au ventre comme des douleurs de règles, mais très, très intenses. Et je me rappelle que la sage-femme m'avait dit, si vous avez mal, vous prenez l'expression Doliprane, en 1 heure, ça passe pas, vous allez aux urgences. En 1 heure, c'est passé, j'ai dormi, plus rien ne s'est passé. Et là, je te parle de ça, on est le 25 août 2024. Et t'étais à combien de mois? Et là, j'ai accouché 1 mois après, à 5 mois, donc j'étais à 4 mois. Ok. Et donc, du coup, oui, j'étais à 4 mois. Et donc, du coup, bon, j'avais rendez-vous dans tous les cas 2 semaines après chez la sage-femme pour mon 2e trimestre. Donc, je me suis dit, en vrai, s'il se passe quelque chose, je lui dirai à la sage-femme. Ou s'il se passe quelque chose entre-temps, ma grande sœur est sage-femme, donc je lui en parlerai. Ou si elle n'est pas sur place, j'irai au pire à l'hôpital. En 2 semaines, il ne s'est rien passé, à part le fait que je sentais que j'avais mal, enfin que c'était lourd en bas de mon ventre. T'avais un poids? Ouais, c'était lourd. Comme si quelque chose allait sortir, mais dans ma tête, je n'ai jamais imaginé faire un prématuré. Tu vois, j'avais pas de problème de santé. Toutes les prises de sang revenaient correctement. Mon bébé aussi allait très bien. On disait qu'il était très grand, qu'il allait, je précise ce détail-là, qu'il allait naître grand, peut-être gros. On avait estimé sa naissance à 4 kilos. On avait estimé qu'il était grand taille, parce que son papa est grand, puis moi aussi je suis grande. On avait estimé tout ça. Je me rappelle que la sage-femme me faisait des blagues. Ah, il fait déjà du 41, tellement qu'il était grand pour le terme. Je précise, pour le terme. Et donc, du coup, je ne m'étais vraiment pas imaginée pouvoir donner une naissance à un enfant comme je l'ai fait, et dans cette manière-là, vraiment pas. J'allais très bien, tout allait bien dans ma tête, tout. Il y avait dans la vie de tous les jours, on a des hauts et des bas. Un jour ça va, un jour ça va pas, mais il n'y avait pas d'événement qui pouvait m'alerter ou qui pouvait faire en sorte que j'accouche prématurément, parce que des fois on entend il y a des décès, donc du coup ça provoque des contractions, donc un accouchement. Il y a des événements dans la vie de quelqu'un, d'une femme enceinte, on dit qu'une femme enceinte c'est fragile. Donc, mais là j'ai pas eu il s'est pas passé quelque chose qui a déclenché ça. Et tout à l'heure tu as dit quelque chose, j'aimerais rebondir dessus. Tu disais, c'est la première fois que je reste enceinte aussi longtemps. C'est ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que la grossesse que j'avais au début de l'année 2024 s'est arrêtée, j'étais à 1 mois et demi. Donc, tu étais tombée enceinte dans un premier temps, début d'année 2024. Et ensuite, combien de temps après tu es retombée enceinte? 2 mois. 2 mois. 2 mois. Donc, l'écart de 1 mois entre la perte de ton premier bébé et l'arrivée du second. C'est ça. Et comment tu l'as vécu, ça? Et puis, petite parenthèse, puisque tu parles de ça, si la grossesse en question serait allée jusqu'au bout, j'aurais accouché en septembre aussi. Ok. Donc, je sais pourquoi il fait les choses. Bien sûr, bien sûr. Tu l'as vécu comment? L'accouchement du coup en septembre? Non, le retour de couche, le fait de retomber enceinte, ce qu'on appelle un retour. Oui, c'est il me semble qu'on appelle ça comme ça. Je me suis dit, j'ai passé tout 2024 enceinte.
Ok. C'est vraiment ce que je me suis dit. C'est vrai. Je me suis dit, finalement, j'aurais été enceinte tout Toute 2024, l'année. pendant 12 mois. Et Dieu a fait les choses autrement, tu vois. Mais c'est ce que je me suis dit. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui parlent de ça, qui disent qu'après avoir perdu un enfant, c'est difficile pour elles lorsqu'un autre enfant arrive. Il y en a d'autres qui disent que c'est une bénédiction, c'est trop bien. Mais il y en a d'autres qui disent qu'elles font déjà le deuil du premier et d'un coup, elles passent à autre chose, comme si elles se forcent d'oublier le premier bébé qu'elles ont perdu parce qu'elles considèrent, quand bien même la grossesse n'est pas allée à terme, que c'est un enfant qu'elles ont porté. Bien sûr. C'est une âme, c'est une vie. Exactement. Et toi, tu n'as pas été traumatisée par rapport à ça? Tu sais, l'année 2023 était très difficile pour moi. J'ai dû faire preuve de beaucoup de résilience. J'ai dû apprendre à être résiliente alors que j'avais déjà appris ça en 2018 par la mort de mon père. Et 2023, enfin, entre-temps, la vie avait repris son cours. Donc, du coup, le côté résilience que j'avais appris avec la mort de mon père, non pas que je l'ai oublié, mais donc, du coup, comme il ne s'était rien passé d'extraordinaire, d'anormal, entre guillemets, entre 2018 et 2023, voilà, tu vois, j'avais un peu perdu la main sur la résilience. Et 2023, il s'est passé des choses un peu compliquées dans ma famille, dans ma vie, en 2023. Donc, du coup, j'étais déjà dans la résilience. Quand je suis tombée enceinte, c'était pas quelque chose de prévu du tout. J'étais pas du tout prête à ça. Et c'était pas du tout le moment, tu vois. Donc, c'est pas que je l'ai pas bien vécu ou bien vécu, c'est qu'en fait, je me suis dit, bon. C'est arrivé. C'est arrivé. Et j'espère que ça ne m'arrivera plus jamais, bien évidemment. Ça mais c'est arrivé. Plus. Amen. Ce cycle est terminé. Amen, amen. Plus jamais ce genre de choses. Mais voilà, tu vois. Et c'est pas que j'ai balayé ça genre du jour au revers de la main, ça n'a pas existé. Mais c'est que je me suis dit, là, il y a un bébé qui arrive et ce bébé va vraiment arriver. Cette fois, j'irai jusqu'au bout de cette grossesse. Cette fois, j'ai intérêt à savoir m'occuper de cette grossesse, à savoir m'occuper de moi, à savoir, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un côté résilience dans le sens où, genre, quand ça fait mal, c'est bon, on met de côté. Et il y a un côté résilience, quand on n'a pas envie ou quand on a peur, on met ça aussi de côté. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est pas facile, hein. Là, je te parle de ça comme ça parce que c'est passé, mais sur le moment, je parlais pas comme ça du tout. Là, je te parle de ça de manière détachée, peut-être. Je peux peut-être paraître détachée, mais je suis pas du tout détachée. Tu as pris plus de recul par rapport à la situation. J'ai pris du recul et surtout, la vie m'a enseigné. La vie de mon fils m'a beaucoup enseigné. Je me suis rendu compte que je pouvais tout perdre. Bien sûr. Tout peut arriver à tout moment. Tout. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, il faut que je me focalise sur ça. Il faut que je me focalise sur mon enfant. Il faut que je laisse le passé au passé et que j'avance. Non pas que ça m'a pas fait mal, non pas que j'en ai pas pleuré, non pas que j'ai pas crié, non pas que... Rien à voir avec ça. Et surtout que dans les moments comme ça, on est souvent un peu seul. Parce que les gens n'arrivent pas forcément à comprendre ce que ça peut être. Que ce soit d'ailleurs même un avortement, une fausse couche ou je ne sais quoi. Ou un bébé mort-né et tout. Seule la personne qui le vit, donc la maman, sait de quoi elle parle. C'est son corps qui est touché. C'est ça. Donc du coup, c'est pas que je bafoue ça. Non, c'est qu'en fait, j'ai mis ça dans une case. Et j'ai soigné, hein, avant, j'ai pas mis de sans soigner et je réouvre dans quelques années. J'ai soigné ça dans mon esprit, j'ai soigné ça physiquement. Dans ton âme. Dans mon âme. J'ai vu des psys. Oh, c'est bien ça. J'ai vu des psys. J'ai beaucoup parlé à mon pasteur, à la femme de mon pasteur, à mes frères et sœurs, dans biologique comme spirituel. Tout le monde m'a aidé à son échelle. Ça va mieux, ça va. Très bien, c'est beau ça. Et du coup, on sort de Disneyland, tu as le rendez-vous. Voilà. Comment les choses évoluent? Tu sais, la veille de mon rendez-vous, j'avais un autre rendez-vous avec mes amis. On est parti au restaurant et c'est à ce moment-là qu'elles ont appris que j'étais enceinte. Et elles me disent, c'est trop bien, parce qu'elles étaient au courant de la première grossesse en plus. C'est trop bien, Dieu, je sais que tu as fait grâce, etc. Ouais, tout ça. Et le lendemain, j'ai rendez-vous du coup chez la sage-femme pour la T2, donc c'est le trimestre 2, tu sais, c'est vraiment l'échographie où on regarde chaque organe, tu vois. Et donc, du coup, on avait un retard sur ce rendez-vous-là. On devait avoir rendez-vous, je dis une bêtise, à 14h, on avait 30 minutes de retard. J'appelle la sage-femme et je lui dis, oui, bonjour, on a du retard. Est-ce que c'est possible de mettre ça à vendredi? Elle me dit non, parce que là, on a un peu limite sur les dates d'échographie. Il faut vraiment que je vois maintenant. C'est pas grave si vous êtes en retard. De toute manière, j'ai aussi du retard. Venez. Avec le papa, on y va. On arrive, les bras ballants, tout se passe bien, on rigole, on fait des snaps. Enfin, normal, quoi. Ouais, normal. On est heureux. Tout va bien. On va avoir un bébé. On n'était pas prêts, mais on va avoir un bébé. Donc voilà. Et il y a une chose que je voudrais dire, d'ailleurs, en disant ça,
c'est que quand on est enceinte, et dans tous les cas dans la vie de tous les jours, mais surtout quand on est enceinte, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que je me souviens, moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais contente, même si je n'étais pas prête et tout, mais j'étais contente. Donc j'ai tout acheté très rapidement. À 3 mois, j'avais déjà tout. J'avais déjà le prénom. De toute façon, le prénom, j'ai depuis 2019, mais j'avais déjà les habits, les trucs, la chambre qui était faite, etc. Et je disais souvent, de manière très ouverte, à n'importe qui savait que j'étais enceinte, s'il arrive aujourd'hui, je suis prête. Waouh. J'aimerais rebondir sur ça, le pouvoir de la langue. Nous sommes chrétiens, pour ceux qui vont nous suivre. Il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. C'est ça. Donc, de ce que nous proclamons de notre bouche, de ce que nous déclarons, peut changer toute l'atmosphère de notre vie, peut changer tout le cours de notre vie. Donc, faisons très attention. Je me mets aussi des dents. C'est dans ça qu'on est. Je le disais souvent. Je le disais très souvent. S'il arrive aujourd'hui, je suis prête. Mais je le disais ça de manière très légère. Oui. Alors que je suis moi-même chrétienne, j'ai moi-même été enseignée sur le pouvoir de la langue. Je connais le verset que tu viens de citer. Mais j'ai dit ça de manière très légère. Mais lorsqu'il y a certains événements, des événements dans notre vie, c'est vrai qu'on a tendance à être très émotionnel et oublier. Bon. D'oublier l'aspect spirituel. Oui, et oublier nos valeurs, nos croyances. Ouais. Nos pensées deviennent même des pensées limitantes. On va trop loin sans prendre en compte les conséquences de ce qu'on est en train de déclarer. C'est ça. Et c'est pour ça que même en tant que chrétienne, j'ouvre encore la parenthèse, la Bible, elle parle du fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, elle parle de la maîtrise de soi, la tempérance aussi. C'est ça. Parce que dans ce que nous disons, le fait de ne pas tempérer nos mots peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. C'est ça. Bon, j'enlève ma casquette chrétienne. Ok, on y va. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Parce que tu sais, j'ai dû faire un travail psychologique, de me dire que ce n'est pas de ma faute. Tu vois ? Parce que déjà, j'avais l'impression que physiquement, c'était de ma faute et que spirituellement, c'était de ma faute. Je pense que spirituellement, de par ma bouche, j'ai dû ouvrir certaines portes. Excusez-moi si vous n'êtes pas chrétien, ou si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, mais je ne m'adresse pas qu'aux chrétiens, mais vraiment, je suis persuadée que plus égale plus. Exactement. Ok, Léna, situation. Regardez les vlogs d'août. C'est très important. Gratuit comme ça, Léna. Faut sponsoriser ma vidéo. Vraiment, sponsorise la vidéo de Rebecca. Mais donc, tu vois ce que je veux te dire, on parle d'énergie. Exactement, parlons d'énergie, c'est ça. Je l'ai tellement proclamé, mais je te parle de quelque chose que j'ai proclamé des centaines de fois. Tellement que j'étais tellement contente de recevoir les vêtements, les petits trucs et tout. Je suis prête. Aujourd'hui, je suis prête. Ma chérie, tu n'étais pas prête. C'est ancré dans ton âme, dans ton esprit, dans ton inconscient. C'est pour ça que quand j'ai accouché, du coup, je peux dire le terme, à 25 semaines, donc 5 mois, je me suis dit, mais j'aurais dû fermer ma bouche. Et en France, on doit accoucher à partir de combien de mois ? De 24 semaines. Il y a des hôpitaux, si le bébé a un bon poids, ils peuvent prendre à 23 semaines. Ça dépend. Et à 23 semaines, si le bébé, on voit qu'il se bat trop, on va le laisser partir. Mais la réglementation, c'est 24 semaines. Après, si c'est 23 plus 6, donc plus 6 jours, ils peuvent prendre, je pense. Je ne vais pas m'avancer sur quelque chose que je ne sais pas. Mais j'ai vu des petites histoires sur la prématurité, sur TikTok ou les trucs comme ça. Parce que du coup, maintenant, mais pour toi, mes trucs, c'est que ça. Tu vois, je sais qu'il y a des personnes qu'on peut prendre à partir de 23 semaines, mais ce n'est pas tous les hôpitaux qui prennent cette charge-là. Ce n'est pas tous les hôpitaux qui ont les capacités de recevoir des extrêmes prématurés, tu vois, parce que moi j'ai été transférée, parce que c'était pas l'hôpital dans lequel je devais accoucher, là où j'ai accouché. J'ai dû accoucher dans un hôpital qui était équipé d'une réanimation pour bébé, d'une néonate. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, niveau 3, niveau 4 et des niveaux comme ça. En tout cas, moi j'étais dans ces niveaux-là, parce que il fallait une réanimation pour Joy, sinon... Et ça veut dire que quand tu es parti faire l'examen, vous êtes parti voir l'échographie. Vous êtes parti faire l'échographie. C'est à ce moment-là qu'on a su qu'il y avait une anomalie. Eh bien, regarde ce qui se passe. La première question, on est encore sur la table où on signe les papiers, où on donne la carte vitale. Je ne suis pas encore allongée en train de faire l'échographie. Ma bouche, là, moi aussi. Je dis à la sage-femme, on prend les bébés à partir de combien de semaines ? S'ils devaient naître, on les prend à partir de combien de semaines ? Elle me dit à partir de 24. À ce moment-là, je suis à 22. Oui, à partir de ce moment-là, je suis à 22 semaines. Elle me dit, oui, on les prend à partir de 24. Et donc, du coup, je me mets en position pour qu'on fasse l'examen. On fait l'examen, tout va bien. Je vais bien, le bébé va bien. Mais au moment de regarder son cerveau, Joy se met à bouger. Il ne veut pas la laisser regarder, donc elle regarde là, il bouge, elle regarde là, il bouge, tu vois. Donc, elle me dit, bon, moi, je vais passer par les voies vaginales pour prendre avec la sonde. Et même s'il bouge, je le verrai. Et quand elle fait ça, elle me dit, mais c'est bizarre, je ne vois pas ton col. Moi, je dis, pardon ? Elle me dit, oui, je ne vois pas ton col. Après, je vois que tu as la vessie pleine, tu sais quoi ?
va aux toilettes, Ouais, reviens, des fois que si tu as la vessie pleine, ça peut cacher certaines choses et je peux mal interpréter ce que je vois à l'écran. Je dis ok. Encore une fois, j'ai jamais été enceinte jusqu'à ce terme-là. Donc tu vois, quand elle me parle de je vois pas le col, j'ai pas tout de suite l'alarme dans ma tête, tu vois. Parce que moi, ce qui me faisait alarme, ce qui m'aurait fait une alarme à ce moment-là, c'est fausse couche ou du sang. À part ces deux choses-là, moi, si on ne parle pas de fausse couche ou de sang, tout va bien, tu vois. Mais est-ce que les médecins, lorsque une femme tombe enceinte, les informent, bon après je pense que c'est d'un médecin à un autre, les informations sont différentes, mais est-ce qu'on t'informe du risque de prématurité ou non, ou pas du tout? Moi, personnellement, j'ai pas eu... On m'a pas parlé de ça. On m'a pas parlé de ça, je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait parlé de ça. On m'a parlé que les 3 premiers mois de grossesse sont les mois les plus risqués. C'est les mois où il y a le taux de fausse couche est très élevé. C'est pour ça que souvent les gens attendent au moins 3 mois pour le dire. Il y en a qui attendent 5-6 mois, chacun fait comme il veut, mais souvent, au moins, il faut attendre au moins 3 mois. Et il me semble même qu'il y a des démarches que tu peux faire qu'après ces 3 mois-là, tu vois. Donc, tu n'as pas été informée, du coup? Non, sur la prématurité, pas du tout. Et je venais juste de m'inscrire à la maternité. Tu vois, j'avais même pas encore fait de cours d'accouchement, j'avais pas encore fait de... Rien. On m'a jeté dans le bain comme ça et débrouille-toi. Tu vois. Donc, et le cerveau, on le voit. Donc voilà, donc le cerveau, là, elle me dit, mais je vois pas, donc du coup, va aux toilettes, je reviens. Elle me dit, attends, il faut juste que je vérifie quelque chose que j'ai vu à l'écran. Il faut que je vérifie, est-ce que tu permets que je puisse te toucher? Bien sûr. À ce moment-là, je capte pas qu'il y a un problème. Elle touche et je vois son visage se décomposer. Le papa de Joy voit son visage se décomposer. On se regarde, on la regarde, on se regarde, on la regarde. Elle dit, mais en fait, là, tu es en train d'accoucher, t'es ouverte à 2 doigts. À 22 semaines. À 22 semaines. Wow. Et elle ne dit pas fausse couche, elle dit rien. Elle me dit juste, tu es en train d'accoucher, tu es à 2 doigts. Mais moi, à ce moment-là, je me dis pas, attends, on m'avait dit 24 semaines, là, je suis à 22. Je suis dans un déni complet. Total. Je sais pas si c'est une manière de me protéger que j'ai fait ça, ou si j'ai pas compris sur le moment, tellement que l'information était grosse. Je sais pas, j'arrive pas à savoir ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, tu vois. Et donc, elle me dit, là, tout de suite, tu vas à l'hôpital, tout de suite. Je les appelle, je te fais la lettre, disant ce qui est en train de se passer. OK. Prépare une valise, tu ne sortiras pas maintenant de l'hôpital. OK. Le cabinet, il est vraiment à 5 minutes de chez... Enfin, 2-3 minutes de mon balcon, je vois son cabinet. Donc, du coup, moi, j'y vais encore une fois, les bras ballants, je suis au téléphone à ma mère. « Ah, maman, tu sais pas, je suis ouverte à 2. » Dans sa voix, j'entends l'inquiétude. Ma mère a 7 enfants. Donc, elle sait de quoi on parle. Elle comprend direct. Elle était je ne sais où, elle est arrivée vite à la maison. Elle me dit, mais là, il faut que tu prépares ta valise. Et moi, encore une fois, dans un déni complet, j'ai pris des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec quelqu'un qui va se hospitaliser. Je n'ai pas pensé à me prendre, tu vas prendre un pyjama, tu vas dormir là-bas. J'étais vraiment dans un déni complet. Et donc, du coup, après, on est allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai dit mon nom, j'ai donné la feuille. Tout de suite, ils m'ont pris en charge sur un brancard dans une chambre et tout, faire les examens qu'il fallait faire, etc. Ils m'ont dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris, ils m'ont dit, vous êtes en train de faire une fausse couche tardive. Wow. Et en fait, quand elle a dit fausse couche, c'est là où je me suis réveillée. Mais pendant tout ce laps de temps, là, j'étais encore sur Snap, j'envoyais des messages à mes copines et tout, tu vois. Quand elle a dit fausse couche tardive, je me suis dit, mais là, c'est réel, ça veut dire qu'il est en train de se passer quelque chose. Et c'est là aussi où son papa a compris. Ma mère avait déjà compris ce qui se passait, et parce qu'elle nous accompagnait à l'hôpital, Lucie, du coup. Et donc, du coup, on me met dans une salle de travail où les autres femmes à côté, à 22 semaines, où les autres femmes à côté sont en train de hurler le martyr parce qu'elles sont en train d'accoucher, puis moi j'ai mal nulle part. Je précise qu'à ce moment-là, j'ai ni sang, ni douleur, ni rien. J'ai rien. Du coup, il y en a qui sont à côté en train d'accoucher, puis moi je suis dans une autre chambre. Je comprends pas ce qui se passe. Je me dis ok, j'appelle la femme de mon pasteur, ma famille, mes sœurs et tout. Et comme je t'ai dit, j'ai une sœur qui est sage-femme. Elle me dit Marie, dis-leur qu'ils te fassent un cerclage. La femme de mon pasteur, elle me dit Marie, un cerclage. Et moi, je répète comme un robot, sans savoir ce que c'est le cerclage, tu vois. T'inquiète, un cerclage, tu vas pouvoir tenir plus longtemps dans la grossesse. Et puis au bout d'un moment, je reviens moi et je demande à la sage-femme qui est face à moi, mais en fait, c'est quoi un cerclage? Et donc, du coup, elle m'explique ce que c'est. Je te le fais avec mes mots, parce que je ne suis pas sage-femme. Bien sûr. C'est qu'en gros, il te coud le col de l'utérus qui est ouvert à 2, du coup. Il te le coud, c'est comme un espèce de trou, comme ça, il le coud. Et en fait, ça empêche à ce que la poche se fissure et à ce que le bébé sorte. Et on peut le garder très longtemps dans la grossesse si tu es pris en charge assez tôt quand on a remarqué l'anomalie. Mais si tu es pris en charge un peu trop tard et que le bébé est déjà en position, etc., ce qui était mon cas, ce n'est pas possible. Parce que Joy était déjà dans la position de sortir. La poche des os bombée dans mon vagin,
Ça faisait, je te fais un signe, mais ça faisait vraiment ça. C'était... Donc ça a appuyé. ouais, il était comme quelqu'un qui a 9 mois de grossesse et qui va accoucher. Mais il faut que les gens comprennent bien que 22 semaines, c'est ça. Même là, c'est trop gros. C'est vraiment ça. Ouais. On dit qu'un bébé, lorsqu'il naît, il est au moins comme ça. Donc 22 semaines, c'est Ouais. ça. Ouais. Pour moi, c'est un fœtus. C'est un bébé, c'est une âme, c'est une vie, comme on l'a dit plus tôt. Mais c'est un fœtus. Physiquement, quand j'ai vu mon fils à 25 semaines, c'était... j'ai rien sous la main pour te montrer, mais c'était pas les bébés que... On m'avait prévenu qu'il allait être petit. Mais pour moi, il allait être petit. Un bébé petit. Ça allait pas être ce que j'ai vu. Et tu as réussi à tenir, parce que tu me disais tout à l'heure, tu as accouché à 24, À 25. 25 semaines. Le jour des 25 semaines. Donc tu as tenu 3 semaines en plus. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu puisses tenir aussi longtemps? Ils m'ont... Donc du coup, d'abord, j'ai été en salle de travail, là, en question. Et ils m'ont dit, le pic pour accoucher, dans votre cas à vous, c'est dans les 2 jours. Donc si dans les 2 jours, il ne se passe rien, on vous monte en chambre. J'ai dit, OK. Donc c'est ce qui s'est passé. Dieu merci, on a beaucoup prié. Hein, parce que... Après, Là, j'ai ouvert ciel et terre, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour pas que pour pas qu'il se passe ce qui aurait dû se passer, tu vois. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup prié. J'ai beaucoup prié dans ma vie, mais là, je crois que ce jour-là, ces instants-là, je crois que Dieu l'a dit, ah ouais, pas mal. mais tu vois? sais qu'il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui disent que depuis qu'elles ont un enfant, leur vie de prière a changé. Ah oui. Là, en fait, comment te dire, quelqu'un dépend de moi. Oui. Genre, Et toi, tu dépends de Dieu. Exactement. Et je sais pas comment t'expliquer. Je me dis, la seule larme que j'avais dans ces moments-là, c'était la prière. Tu sais, dans la vie de tous les jours, l'être humain est orgueilleux dans le sens où, avant d'arriver à Dieu, on va d'abord essayer de trouver des petits trucs nous-mêmes, tu vois. Alors que la vraie solution, tout le monde le sait, c'est Dieu. Mais là, dans ces moments, en fait, tu es face au mur. Physiquement, je me sentais vraiment face à un mur et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? La seule chose, je pouvais appeler qui je voulais, pleurer comme je voulais. La seule personne qui aurait pu répondre favorablement, c'était Dieu. Je suis pas en train d'évangéliser, je suis en train de dire ce qui s'est passé, tu vois. Bien sûr. Et il a répondu favorablement, Dieu merci. Wow. C'est-à-dire que dans les 2 jours, si l'enfant, tu aurais accouché, Il l'aurait pas pris en charge. et Ils me l'enfant l'ont serait dit. décédé. Ouais, oui. J'aurais accouché d'un mort-né, comme ils disent. Et toi, il y aurait eu un risque pour ta santé? Oui, il y avait à ce moment-là précis, il n'y avait pas de risque pour l'instant pour ma santé. C'est après qu'il y a eu un risque pour ma santé. C'est-à-dire? Parce que la poche des os s'est fissurée. La veille de mon accouchement, la poche des os s'est fissurée. Et en gros, on risquait de mémoire, je le dis avec mes mots encore Oui, une bien fois, sûr. on risquait une inflammation, une infection du placenta. Ok. Le placenta est relié à moi directement et à mon fils. Donc en fait, c'était tout ou rien. Ça veut dire que c'est nous deux, on meurt, ou nous deux, on vit. Dieu merci, nous deux, on ok. vit. Donc c'était vraiment les 2 personnes en danger. Ouais. La grossesse, mettre au mot de là, c'est pas petit jeu. Je pense C'est pas que les gens, petit ils jeu, c'est pas réalisent petit boucan. C'est la deuxième pire souffrance au monde. La J'ai entendu première, je ça. sais La plus. brûlure, brûler vif. Oui, brûler vif. Et la deuxième, c'est l'accouchement. Ouais. Après, moi, j'ai de la chance. On en parlera un peu plus tard, je pense. J'ai de la chance. J'ai eu mal, hein, comme tout le monde, mais je m'attendais à plus. Après, je me dis peut-être que c'est parce qu'il était tout petit. Il faisait quand même que 800 grammes, tu vois. Donc, je me dis peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai eu mal, mais c'était pas une douleur comme j'entends. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que les filles qui ont eu mal à ce moment-là, elles ont des bébés de 2 kilos, 3 kilos, tu vois ce que je veux dire? Moi, on parle d'un bébé qui faisait 800 grammes. Waouh. Donc tu passes tous les examens, tu fais 2 jours en salle de travail, Voilà. et puis tu remontes. Au 3e jour, c'est bizarre de dire cette phrase. Au 3e jour, Ouais. c'est bizarre, hein? Et- Mais c'est Mais ça. c'est ça. C'est la vie. C'est ça. C'est la réalité. C'est ça. Donc le 12, on remonte. Le 12 septembre 2024, on remonte dans une chambre classique en haut. Mais en fait, là où je devais accoucher, c'est pas une maternité pour les prématurés. En tout cas, pas les prématurés au stade de Joy. Ils prennent les enfants à partir de 35 semaines si l'enfant fait au moins 2 kilos. On était loin du compte. Donc ils m'ont dit, on va vous transférer à un hôpital. Je peux dire le nom de l'hôpital? Si tu veux. J'ai des très bons rapports avec eux, donc je pense que, voilà. À Port-Royal, c'est à Paris. On va vous transférer là-bas parce que là-bas, en ce moment, ils sont en train de faire, justement, ils essaient de prendre le bébé un peu plus tôt, à 23 semaines, en fonction de l'état du bébé dans le ventre, etc., de son poids, etc. Si est-ce qu'on peut donner une chance à un bébé de 23 semaines ou pas.
Ils m'ont dit on va vous transférer là-bas puisque j'étais en zone grise. À ce moment-là, j'arrivais sur ma 23e semaine le samedi. Donc j'étais vraiment entre les deux, tu vois, entre le 22, 23 et après 23, 24. On appelle, ils m'ont dit ça comme ça, on appelle ça une zone grise parce qu'on ne sait pas en fait. Tu vois, c'est comme une zone de turbulence. Voilà, c'est ni blanc ni noir, on ne sait pas ce qui se passe en fait, tu vois. Et donc du coup, on me transfère un vendredi 13 à Port-Royal. Il ne faut pas être superstitieux, mais nous, tu as bien compris, c'est Jésus. Donc du coup, vendredi 13, le matin, très tôt, je tiens à dire que l'hôpital, le premier hôpital dans lequel j'étais, ils étaient extrêmement bienveillants avec moi. Wow, ça c'est bien. Et ça, on ne l'entend pas souvent. Oui. Je peux dire aussi le nom. Oui, c'était dans le 92 à Saint-Cloud. Extrêmement bienveillant avec moi. D'une douceur que j'ai rarement vue dans le monde hospitalier. J'étais pas bien, je pleurais, les sages-femmes, elles prenaient leur temps, elles me caressaient l'épaule, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Peu importe l'issue, je peux pas vous promettre que ça va aller avec votre enfant, mais vous allez aller bien. Me soutenir, vraiment, j'avais vraiment du soutien. Ça, c'est beau, ça. À Port-Royal et à Saint-Cloud, j'avais énormément de soutien psychologique, même elles étaient très humaines. Même j'ai rencontré aussi des hommes, ils étaient du coup très humains, très humains. Avec moi, en tout cas, c'est dans ces deux hôpitaux. Personnellement, j'ai rien à dire. Et ça aide aussi dans le processus parce que c'est tellement un événement, une période, une circonstance qui arrive qui est très traumatisante. Et le fait d'être accompagné par des professionnels qui sont bienveillants, ben ça t'aide. Ça change tout. Ça change tout. Et je sais que le jour où je suis partie, le vendredi 13 en question, il y a je vais pas dire son prénom parce que je sais pas si elle voilà, mais je sais qu'elle m'avait dit la veille, le demain matin, j'essaierai d'arriver avant que vous partez, pour vous dire au revoir. Wow. Et elle est vraiment arrivée peut-être 30 minutes avant le début de son service pour venir me dire au revoir. Me dire, ne vous inquiétez pas, là, vous allez aller, on va vous prendre en charge, ça va aller. Elle a été, je me rappelle très bien d'elle. Très bien. Elle a été hyper gentille, elle est venue me dire au revoir, on est resté 15 minutes à parler. Elle m'a soutenue, elle m'a encouragée, elle m'a dit, regardez, on arrive à la 23e semaine, c'est possible, Tenez bon. Même si ça tient pas qu'à vous, mais faites le mieux que vous pouvez. Battez-vous. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est vraiment ce qu'elle m'a dit, battez-vous. Votre fils il est en train de se battre, vous battez-vous aussi. Parce que l'enfant aussi se bat. On ne le voit pas, on le voit pas, mais oui. Mais il suffit d'aller faire des électrocardiographes, monitoring, toutes ces choses-là, vous allez vous rendre compte que l'enfant, il se bat. Il se bat pour tenir. Il ressent ce qui se passe à l'extérieur. Bien sûr. Même si quand on faisait les échographies, moi j'étais stressée, Joy, il faisait des galipettes. Il buvait l'eau le liquide amniotique, enfin il faisait sa vie. Mais il y a des effets sur ce qui se passe à l'extérieur, parce que la maman le ressent, donc le fœtus, le bébé le ressent. C'est pour ça que c'est très important qu'une femme enceinte soit dans un bon environnement. Oui. Ça l'aide énormément et l'enfant ressent tout. Il ressent toutes les émotions, il ressent tout ce que la mère vit, il le ressent. Tu sais, j'ai travaillé en crèche et en crèche, on voit des bébés qui sont qui pleurent, on ne sait pas pourquoi. Ils pleurent. Et quand tu questionnes un peu la maman, qu'est-ce qui s'est passé pendant votre grossesse, elle va te dire à peu près, j'ai été mal, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ceci, et ça se retranscrit sur l'enfant. Bien sûr. Et après, il y a des fois où ça part avec le temps, mais il y a des fois où c'est très coriace, tu vois. Donc, mais tu sais qu'il y a une étude qui a montré que jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant, c'est une éponge. Toutes les émotions dans le ventre, et lorsqu'il sort, jusqu'à ses 7 ans, tout ce qui est autour de lui dans son environnement, il ressent tout. Et tu verras les conséquences pour avoir travaillé pendant très longtemps, d'où le pourquoi je fais aussi cette émission-là, parce que j'ai accompagné des personnes en psychiatrie pendant 5 années. Crois-moi que toutes les personnes qui sont en psychiatrie, je dirais pour donner un chiffre, 90% des personnes en psychiatrie, il s'est passé quelque chose dans l'enfance. Et avant 7 ans. Il y a eu une carence, il y a eu un déséquilibre qui a créé l'adulte qu'ils sont. Et c'est très grave. Oui, et même sans parler de nos vies qui n'ont rien à voir avec l'émission d'aujourd'hui, mais même moi, il y a des choses ce que je suis aujourd'hui, il y a des choses c'est les séquelles de ce que j'ai eu quand j'étais petite, tu vois. Dieu merci, j'étais dans une famille très bien, avec ma mère, mon père, mes frères et sœurs, mais il s'est passé des choses comme dans toute famille qui ont des répercussions sur moi, adulte. Dieu merci, maintenant, tu vois, je suis décomplexée avec le fait d'aller voir un psy, etc. Donc ça aide, tu vois, mais si tu vois pas un psy, si tu te fais pas aider sur certaines choses, c'est compliqué. D'où le pourquoi l'émission Djamini Thérapie qui arrive très prochainement sur vos écrans. C'est aussi pour ça que je fais cette émission. Oui, et des fois, même si tu n'as pas forcément envie d'aller voir un psy parce que les raisons qui vous appartiennent, juste essayer de parler avec quelqu'un comme toi, comme aujourd'hui, ça fait du bien. Bien sûr, ça libère. Ouais, là, je sens que je vais laisser un fardeau ici. Wow. Désolée pour toi. Bon. Il restera là dans le coin ou derrière. Voilà, ça va partir.
Tu vois? Du coup, l'accouchement arrive. Comment se passe l'accouchement? Bah, avant que l'accouchement arrive, c'est déjà passé de la 23 à la 24e semaine. Quand je suis arrivée à Port-Royal, il y a un médecin, c'est d'ailleurs le seul médecin de Port-Royal avec qui il y a eu une petite friction, et c'était la seule fois qu'il y a eu une friction, qui me dit dans les yeux, si vous accouchez aujourd'hui, ou si vous accouchez dans les prochaines semaines, votre enfant sera un légume. Il ne marchera pas, il ne va jamais jouer, il ne va jamais courir, il ne parlera pas, il ne fera rien. Et je l'ai vu tout à l'heure, franchement, bébé Joy, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit, la médecine, vous êtes des menteurs. Ils n'ont pas la science infuse. Hein. Non, pas du tout. Et c'est la seule fois où je me suis énervée. Et je lui ai dit, tu fais ton travail. Je l'ai tutoyé, parce que du coup, là, en fait, j'étais partie en... Oui, là, j'étais en pétard. Encore toi. Là, c'était la Marie que tu connais. Là, j'étais en pétard. J'ai dit, par contre, tu fais ton travail, je fais mon travail, En tant que et mère. Dieu fait son travail. Je ne vous ai rien demandé de plus. Vous êtes limité, je suis limité, Dieu n'est pas limité. Je lui ai répondu ça. Et quand je lui dis ça, il y avait genre une dizaine de médecins devant moi, qui ont tous l'âge d'être mon père ou ma mère. Ils m'ont tous regardé en mode, mais cette gamine, à ce moment-là, j'avais 27 ans. Cette gamine de 27 ans va nous apprendre quoi? Moi, j'ai dit au Seigneur dans mon cœur, en fait, aujourd'hui, c'est le moment de prouver que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis désolée, je ne peux pas prier et avoir honte. Je ne peux pas prier et perdre. Dans ce cas-là, autant que je ne prie pas. Une fois, pas deux. Une fois, pas deux. Non. Parce que quand je parle de honte, c'est ce que j'ai ressenti au décès de mon père. J'avais tellement prié pour pour qu'il aille mieux, pour qu'il sorte de l'hôpital et tout. Et en fait, ça n'avait pas marché. Donc, j'ai eu honte. J'ai vraiment ressenti de la honte en moi. Avant même la tristesse, quand j'ai constaté qu'il était mort, parce qu'il est mort dans mes bras, j'ai eu honte. On va en parler un peu tout à l'heure. Ça vient dans le... Ouais, tu vois. Donc, voilà. Et donc, du coup, je reste une semaine à Port-Royal, enfin 10 jours à Port-Royal, du 13 au 23. Je reste à Port-Royal. Pendant 10 jours, rien ne se passe. Mon col n'a pas bougé. Toujours à deux doigts. Toujours à deux doigts. Et là, en fait, je me dis, mais attends, j'ai senti une douleur il y a exactement genre presque un mois, à l'anniversaire de ma nièce à Disney. Et donc, du coup, j'en parle au médecin. Je dis, oui, à Disney, j'ai senti une douleur. Je lui explique ma journée. Et je dis, j'ai eu très mal à ce moment-là. Il me dit, bah, peut-être que c'est des contractions et que votre col était peut-être ouvert depuis ce jour-là. Mais j'ai rien qui, biologiquement, médicalement, peut le justifier. Mais ça ressemble à ce qui se passe aujourd'hui. Donc peut-être que c'est ça et que vous ne le saviez pas. Parce que 2 semaines après cet événement-là, vous êtes parti chez votre sage-femme qui, elle, a découvert que votre col était ouvert à 2, mais entre le jour où vous avez eu mal à Disney et le jour où votre sage-femme a découvert, il ne s'est rien passé, vous n'avez pas eu mal. Je dis, bah non. Elle me dit, bah voilà, peut-être que c'est ça l'explication. Tu vois, elle me dit peut-être que c'est depuis ce jour-là et que vous avez eu beaucoup de chance dans votre parcours de tenir jusqu'ici, finalement, tu vois. Et j'aimerais dire par là, mesdames, lorsqu'il vous arrive quelque chose, hein, même si c'est une petite égratignure, vous avez mal, vous êtes enceinte, vous êtes vulnérable, allez aux urgences. Oui. Mais pour tout et pour rien, hein, si aux urgences, on vous dit, oui, mais madame, ça sert à rien de s'inquiéter. Non, vous écoutez votre corps, vous connaissez votre corps mieux que les médecins. Allez à l'hôpital, courez à l'hôpital, dites-leur, on fait un examen. J'ai besoin d'être rassurée. Il y a eu ça qui s'est passé dans mon corps, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. On ne le voit pas, hein, le bébé dans le ventre. Hein. Vous le ressentez, les médecins non. Allez à l'hôpital. C'est ça. Et je m'en suis beaucoup voulu. Je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis dit, mais j'aurais dû écouter. Et il y a une sage-femme, encore hyper humaine, qui me disait, mais c'est pas de ta faute. Elle m'a tutoyé. Ce n'est pas de ta faute. Elle m'a dit, même si tu serais venu le 25 août, on serait dans la même situation. On serait dans la même situation. Le col aurait déjà été ouvert. Ce n'est pas de ta faute. Il y a des femmes, elles sont ouvertes, elles ne le sentent jamais. Oui. Et le pire, c'est que je me suis dit, elle m'a dit pour me rassurer, ma sage-femme de ville, quand je suis sortie de l'hôpital, du coup, elle m'a dit, mais rappelle-toi du coup, on se tutoie aussi, parce qu'avec cette histoire, on se parle toujours aujourd'hui, on s'envoie des messages et tout. Mais ça nous a rapprochés. Et elle me dit, rappelle-toi qu'à la base, tu ne devais pas venir, tu étais en retard. Et si tu ne serais pas venu, qu'est-ce qui se serait passé? Finalement, tu es venu. Tu t'es occupé de ton enfant alors qu'il était encore en toi. Tu t'es fait suivre, tu as fait tous les examens qu'il faut faire. Il y en a qui ne le font pas. Tu vas t'en vouloir de quoi? Même s'il ne serait pas là aujourd'hui, ce ne serait pas de ta faute aussi. Donc le fait que les médecins, les gens qui ont fait des études, me disent que ce n'est pas de ta faute. On se calme, doucement. Regarde, tu fais ce que tu peux pour que ton enfant aille bien. C'est pas de ta faute. C'est très difficile la culpabilité en tant que parent. C'est très difficile. Je crois que c'est la chose qui m'a fait vraiment beaucoup de mal. Parce que je me disais, mais c'est de ma faute. C'est la faute de qui? Qui d'autre que moi le portait? Tu vois? Donc bon, le 23 après-midi, je sors de l'hôpital, je rentre chez moi et ils m'ont bien dit au moindre doute, à la moindre douleur. Si le Doliprane se passe, ça passe pas en 1 heure, vous venez vraiment.
Si même vous avez un doute, vaut mieux venir pour rien Bien que de sûr. passer à côté de quelque chose. Parce qu'ils m'ont dit, si vous accouchez à 24 semaines, du coup, je suis sortie à 24 semaines, à 24 semaines chez vous, c'est pas comme si vous accouchez à 37 semaines chez vous. Bien sûr. Si on est sur des stades totalement différents. J'ai dit, OK. Ils m'ont dit, et surtout, vous ne venez pas directement à Port-Royal, que j'habite à 1 heure de Port-Royal. Vous allez à l'hôpital le plus proche de chez vous. Les médecins vont vous prendre en charge et vont vous ramener. Parce que si ça vous arrive sur l'autoroute ou dans les transports en commun, c'est compliqué. Donc, j'ai dit, OK. Je rentre chez moi. Quand j'ai posé le pied chez moi, oh, quelle bouffée d'air frais, enfin. C'est une chance d'être chez soi en bonne santé. Bien sûr. Je ne m'en rendais pas forcément, enfin, je ne m'en rendais pas compte, c'est un grand mot, mais le fait d'avoir vécu à l'hôpital, avec tout ce que ça demande, c'était difficile. J'étais comme en prison, parce que j'étais alitée, je n'avais pas le droit de bouger, j'étais allongée, je ne pouvais rien faire. Si je vais dans l'extrême de mon intimité, même me laver, c'est le papa de Joy qui le faisait, ou ma mère qui m'aidait, parce que du coup, je ne pouvais pas trop me baisser, j'avais peur. J'avais trop peur au moindre mouvement, comme il était tout petit. J'avais peur que si je bouge trop, imagine, tu vois, comme on m'a dit, il était déjà en position pour sortir et tout. J'ai peur, j'avais hyper peur. Déjà que tu culpabilisais, ça allait être c'est ma faute, j'aurais pas vu. J'avais peur de tout. Même, je me retenais d'aller aux toilettes. J'avais peur. Je me disais, imagine, je me retenais. J'essayais, comme on me disait, il faut qu'il soit le plus gros possible. Tu sais ce que je faisais? Ne le reproduisais pas. J'ai honte, mais je le faisais. Qu'est-ce que t'as fait? Je mangeais du sucre. Que je voulais qu'il grossisse, je te jure. Et j'ai trop honte. Il y a de quoi, ouais. Non, je rigole. Non, mais il y a de quoi. Parce qu'en fait, on me disait, il faut qu'il grossisse. Et on m'a dit, si, parce qu'il était déjà, quand je suis sortie de l'hôpital, il était à 700 et quelques grammes, le 23 septembre. Et on m'a dit, si il sort maintenant, il faut qu'il soit le plus gros possible, parce que c'est ce qui va lui donner de la chance de survivre. Parce que les bébés perdent du poids à leur naissance. Oui. Même ceux qui sont à terme, Bien tous les sûr. bébés. Donc, s'il naît à 500 grammes et qu'il perd 200 grammes, ne faites pas ça, les amis. Ne le faites pas. Diabète gestationnel, ça existe. Ne faites pas ça. Mais je mangeais. Hein. Elle était dans le déni. Elle était dans les pétages. Donc, clairement. faut pas faire ceci. On ne veut pas de problème. Faut pas dire dans l'émission de Rebecca, on a vu qu'on Non, faut pas le faire. S'il vous plaît. Faut vraiment pas le faire. Mais je suis juste en train de raconter mon histoire, finalement. Bien sûr. Et tout ce qui était... Dès que je pouvais manger un truc, j'étais écœurée. Hein. Oui, mais tu voulais prendre... Mais je me disais, il faut qu'il prenne du poids. C'est pas comme ça que ton bébé prend du poids de manière saine, tu vois, et puis même pour toi. Et c'est toi qui prends tout après, finalement, tu vas gonfler. Je le vois bien. Tu arrêtes, s'il te plaît. Donc, du coup, voilà. Je vais le lendemain de ma sortie, c'est la sage-femme, c'était ma seule sortie qui était autorisée. Je devais être alitée à la maison. Bien sûr. Ils m'ont laissé sortir, je précise, parce que rien n'avait bougé en 10 jours. Et ils m'ont dit, la seule sortie que vous avez le droit de faire, c'est aller chez votre sage-femme, c'était une fois par semaine. Qui est à 3 minutes. Sinon, à la base, c'est une sage-femme qui vient chez toi. Et comme moi, son cabinet était à 3 minutes, ils m'ont dit, bon, ça passe. Mais j'avais le droit de rien faire. J'ai une chienne, je ne la sortais plus. On était en plein, comme je te disais, on avait prévu l'arrivée de Joy, donc il y avait des travaux à la maison, de la peinture et tout. Je ne portais rien, je ne faisais rien. Je précise, sa chienne qu'elle ramène avec elle à l'église. Arrête Ils vont croire mon église, c'est une église de... Son pasteur prie pour sa chienne, donc il faut sentir vraiment que l'enfant... Il faut sentir, l'enfant... La chienne est vraiment dans la famille. Il y a 2 enfants. Oui, vraiment. Elle m'a quelque part... C'est bizarre ce que je vais dire. Seuls ceux qui ont des animaux peuvent comprendre. Elle m'a quelque part appris à être maman. Et là. C'est bizarre, hein. Parce qu'il faut s'en occuper. C'est ta responsabilité. Si tu vas en vacances, il faut savoir où tu déposes ton enfant, la faire manger, le vétérinaire. Et c'est OK. Et c'est OK, finalement. OK, d'accord. Et c'est OK. Avec ton bébé, il s'entend bien? Très bien. OK. Ma chienne, elle en a marre de Joy, parce que Joy, il lui tire les oreilles et tout. Mais ça va. Donc, ton 2e enfant. Ouais. Et donc, du coup, je rentre à la maison, tout se passe bien le premier jour. Et donc, du coup, la nuit du 25 au 26, je sens que je suis pas bien. Je suis pas bien, mais j'ai pas mal. Mais juste, je sens que dans mon corps, il se passe quelque chose. Je reste à l'affût, j'en parle au papa de Joy et j'en parle à ma mère. Ma mère me dit, on t'a dit au moindre doute. Tu y vas. Il faut y aller. Mais comme je n'avais pas de douleur et que je n'avais pas envie d'être encore hospitalisée, je me suis dit, attendez, on va attendre. S'il y a un signe, je vous tiens au courant. OK. Donc là, du 25 au 26, ça va. Du 26 au 27, dans la nuit du 26 au 27, je sens comme mes jambes, des fourmis dans les jambes. Mon ventre, je sens qu'il est dur. Je me dis, c'est bizarre. J'en parle au papa de Joy. Il me dit, bon, demain, je dois aller au travail. Si jamais ça ne se passe pas bien, qu'il y a un problème et que je suis loin de la maison, tu vas à l'hôpital. Sans moi, je te rejoins direct à l'hôpital. N'attends pas que j'arrive, on va perdre du temps, etc.
et au pire, tu vas avec ta mère ou avec une de tes sœurs. Dans tous les cas, je serai sur la route, mais tu m'attends pas parce que j'ai peur qu'il se passe quelque chose à la maison, comme on a expliqué à l'hôpital. Je dis ok. Le 27, vendredi 27, je suis à la maison. Vers 14h, je vais aux toilettes et j'entends un truc qui tombe. Le bouchon muqueux? C'était le bouchon muqueux. Mais à ce moment-là, je ne le sais pas. Mais il faut préciser qu'il y a des femmes qui perdent le bouchon muqueux très tôt Aussi. dans la grossesse. Donc ça peut être un signe comme ça ne veut rien dire, mais dans ton cas... Dans mon cas, ça voulait signe. tout dire. Dans mon cas, ça voulait vraiment tout dire. Pour être familier, le bouchon muqueux, c'est un peu ce que vous avez qui protège tout autour de la femme. T'es bien renseigné, toi? Bah, maman. Tout autour de la femme. Et dès que ça tombe, sachez qu'en gros, il y a, entre guillemets, plus de protection et l'accouchement ne va pas tarder. Exactement. Et donc, du coup, je ne dis rien. J'ai entendu, j'ai vu, mais je n'ai rien dit à personne à ce moment-là. Je retourne dans mon lit, Netflix. Qu'est-ce que je regarde? Une émission sur les prématurés. Maman, on t'a dit déjà tout à l'heure, c'était la parole. Maintenant, c'est la vie. Non, mais moi, j'en peux plus. En fait, je te dis que j'étais dans un... Tu sais, les femmes enceintes, on est bizarres. Hein. Enfin, là, je suis pas enceinte. Je dis on, mais elles sont bizarres, les femmes enceintes. Tu vois? On est bizarres. Je sais pas comment t'expliquer, mais la grossesse, c'est comme si, genre, je me regarde vivre et je regarde ce qui se passe, mais je suis pas actrice. Enfin, je suis actrice, mais je suis pas responsable de mes actes. C'est trop bizarre. Il y a des choses que j'ai fait qui n'ont rien à voir avec la prématurité ou que j'étais, que je comprends pas. Bah, je parlais avec ma nièce hier, elle me disait, mais quand tu étais enceinte, tu changeais jamais d'habit. C'est vrai. Maman. Je me mettais les mêmes habits tous les jours. Je lavais la nuit, ça séchait, je lave. Pourquoi tu fais ça? Là, tu vois, c'est le cœur de la conseillère en image qui réagit. Je me dis, mais désolée. pourquoi ça? Je sais pas. Non, mais je sais, c'est les hormones. Je sais, je peux pas t'expliquer. Très bien. Et j'ai remis cette tenue hier, elle m'a dit, t'es enceinte? On a rigolé. Mais tu me dis ça quand t'étais enceinte. Pourtant, j'ai pas que ça. Hein. Messieurs, soyez compréhensibles. Hein. Vous ne pouvez pas comprendre les hormones des femmes. Donc, les habits qu'elles portent tous les jours, c'est pas qu'elle ne s'est pas lavée. Hein. Bon, des fois, ça aussi, ça passe. Les femmes, des fois, enceintes, n'aiment pas se laver. Il y a une femme sur TikTok, hein. J'ouvre une parenthèse, une femme sur TikTok, elle avait dit qu'elle a fait 10 jours sans se laver. C'était dur de me laver. Elle ne voulait pas se laver. Ouais, moi non plus. Mais moi, je me lavais, puis j'étais forcée parce que de toute façon, avec la mère que j'ai, la famille que j'ai et le papa de Joy, j'étais bien forcée de me laver. Elle ne voulait pas. Mais j'avais pas le choix. Moi. Elle n'aimait pas l'eau. Comment t'expliques? Ça la donne envie de vomir? Ouais. Mais bon, fermons. Fermons la parenthèse. Non, mais c'est des choses qui arrivent. Et donc, du coup, je suis dans mon lit, je regarde l'émission sur la prématurité sur YouTube et je me dis, mon Dieu, que ça ne m'arrive pas. Parce que je ne vais jamais assumer ce qui est en train de... Je vois, j'ai vu comment ça se passait et j'ai moi ça, là, j'ai pas le cardio. Pardon, je peux pas. Ok, on va voir. Maintenant, quand le papa de Joy m'appelle, il me dit oui, ça va et tout. Et je lui parle. Ma mère est au salon, elle m'entend parler de ma chambre. Elle me dit, mais toi là, j'entends quoi que tu dis là? Et je répète, elle me dit, donc moi je suis dans la maison avec toi, je suis là pour toi. Et tu me dis pas ce qui se passe. Et j'ai dit non, mais je commence à... Elle m'a crié dessus. Comment elle a dit, on appelle les pompiers tout de suite. Les pompiers sont venus. Pendant que les pompiers sont arrivés, le papa de Joy est arrivé en même temps qu'eux. Ou non, il est arrivé un petit peu avant. Et donc du coup, on appelle les pompiers. Ils sont arrivés avec tout ce qu'il fallait. Hein. La table d'accouchement, tout, enfin, une espèce de chaise, ou je sais pas. Il y avait des engins pour m'aider à accoucher. Ils m'ont ramené à l'hôpital de Saint-Cloud, juste à côté de chez moi. On va à Saint-Cloud et je leur explique du coup ce qui s'est passé. Ah ok, on va faire un test, voir si vous avez perdu les os ou s'il se passe quelque chose, si c'est vraiment votre poche des os ou du coup le bouchon muqueux qui est tombé. Je dis ok, il faut savoir qu'avant d'appeler les pompiers, j'ai appelé ma soeur qui est sage-femme. Elle m'a dit, va tout de suite à l'hôpital. Elle m'a dit, je ne veux pas t'inquiéter, mais c'est tout de suite. Vu le dossier que tu as, c'est tout de suite. J'appelle ma sage-femme qui me suit. Elle me dit, c'est tout de suite. Et en fait, quand les deux sages-femmes... Tu dis que c'est tout de suite, j'ai dit, ok, je ne peux plus négocier, tu vois. Et elle m'a dit, parce qu'en fait, là, elle me disait, pareil, si tu accouches tout de suite, le temps qu'ils arrivent avec une couveuse et tout ce qui va, le bébé... tu perds des chances de survie pour ton enfant, tu vois. Et quand elles m'ont dit ça, je me suis dit, bon, vas-y. Et pour toi aussi, parce qu'on parlait du placenta tout à l'heure. Parce qu'à ce moment-là, je ne le savais pas. Et à ce moment-là, personne ne savait que la poche des os était fissurée et que j'avais une infection. Tu vois. Et donc, du coup, j'ai pas mal à la tête, j'ai mal nulle part. On me demande, madame, ça va? Ça va très bien. Je sens juste que j'ai des petites fourmis dans les jambes et tout, mais ça va très bien. Elle fait le test, c'est comme tu sais, les longs cotons-tiges du Covid, là, elle me fait un test comme ça, elle me dit je vais faire le test et je vais voir s'il y a du liquide amniotique, ça voudrait dire que la poche des os est fissurée ou rompue. C'est différent, fissurée et rompue. Et elle me dit ok, je dis ok, pardon.
Elle regarde le test la première fois. Ah, bah, heureusement, c'est bon, il est négatif et il n'y a pas de liquide amniotique. Je me dis, oh Dieu merci, c'est bon, je vais pouvoir rentrer chez moi. Hein? Elle se retourne 2 minutes après, elle regarde le test. Mais je l'étais de dos et j'ai vu qu'elle est restée comme ça. Elle a déposé le test, elle a dit, j'arrive tout de suite. Elle est sortie de la salle. J'étais avec le papa de Joy à ce moment-là. Lui et moi, on dit rien. Elle sort de la salle, elle vient avec 2 médecins et je pense que c'était une autre sage-femme ou une infirmière. Et ils me disent, oui, on a quelque chose à vous annoncer. Ok. Oui, bah du coup, la poche des os est fissurée. Ou en tout cas rompue ou fissurée parce qu'il y a du liquide. Donc vous êtes en train d'accoucher. Et donc il va falloir accoucher. Seigneur. On vous transfère tout de suite à Port-Royal. Là, je te parle d'un truc, il est genre 17h. On vous transfère tout de suite à Port-Royal. De toute façon, on comptait quand même le faire pour que eux là-bas voient ils vous laissent sortir ou pas. Mais là, vous allez sortir tout de suite à Port-Royal. J'ai dit ok. Je suis stressée, mais j'appelle encore une fois ma famille, mes amis les plus proches. Je précise, ce sont des amis qui prient. Je n'ai pas... J'aime tous mes amis. Oui, attention, commencez pas à dire « Oh, Marie est partie dire j'aime tous mes amis ». Mais j'ai appelé des amis qui prient, qui ont les mêmes convictions que moi. Faut que tout le monde soit éveillé à ce moment-là. Ouais. C'est pas une question, tu voulais pas recevoir. Je voulais pas savoir, ma chérie, tu vas faire comment? Non, je voulais entendre des prières en langue. C'est ça que mon esprit avait besoin de ça. Et je regarde le verset, j'avais besoin de qu'on me motive spirituellement, qu'on me stimule spirituellement pour que, tu vois. On commence à prier, ma mère elle commence à prier, mes sœurs prient, les pasteurs, tout, l'intercession de mon église, tout le monde prie autour de nous. On arrive à Port-Royal genre vers 22h, 23h parce que 17h, 22h. L'ambulance a pris énormément de temps à arriver. 17h, 22h. Dingue. On parle d'un enfant préma. Préma. Gris. C'est dans la zone grise en question. Ouais. Mais c'est bizarre parce que dans ce moment-là, j'ai pas stressé ni énervé. Je pense que la prière a fait que l'atmosphère était très calme. Ouais, et tu parles d'atmosphère et c'est très bien que tu dises ça parce que je précise pour les gens qui sont peut-être en train de le vivre ou qui malheureusement vont le vivre, je ne le souhaite pas, mais c'est des choses on le voit dans les statistiques, le taux de prématuré augmente parce que aussi la médecine est de mieux en mieux, mais voilà, tu vois. Et j'ai imposé une atmosphère de prière. Et je me suis imposé de ne pas dire ou penser à certaines choses ou à certains mots. Là, je peux le dire, le mot mort, je ne l'ai jamais prononcé. De toute l'hospitalisation, donc de septembre à décembre, je n'ai jamais dit le mot mort. Je n'ai jamais parlé de pompes funèbres, de funérailles, je n'ai jamais parlé de ça. Dans ma tête, ça venait. Hein. Je chassais cet esprit-là ou cette pensée-là automatiquement. Parce que je me disais, si ma bouche a dit je suis prête s'il arrive demain. Si je dis ce mot-là... Tu ouvres une porte encore. Pardon, j'avais compris. Hein. Quand on dit conséquence corrige mieux que conseil. J'ai compris que ma bouche avait un pouvoir que je ne maîtrisais pas finalement. Et que j'allais peut-être minimiser. Donc du coup, on arrive à Port-Royal vers 22h. On est sur le périph'. À ce moment-là, le périph' c'était encore 70. Mais je te parle d'un truc, on roule à 120. Ok. Et je sens que à cause des secousses, je sens que ça commence à me faire de plus en plus mal. J'essaie de le dire, mais en fait, on était tellement pressés. Oui, là, c'était un cas extrêmement urgence. Et donc, on a fait Saint-Cloud, Port-Royal, pour ceux qui connaissent à peu près la distance. Normalement, tu mets quoi, 30-35 minutes? Oui. On l'a fait en 15 minutes. Ah oui, quand même. On l'a fait en 15 minutes. Je regardais sur Snap les kilomètres. Tu sais, sur Snap, tu peux regarder les kilomètres. C'est là où j'ai vu qu'on était à 120. J'ai dit, ah ouais, on est sur le périph', tu vois. Et bref, on arrive à Port-Royal. Je suis prise dans l'immédiat. Dans les minutes qui suivent, je suis prise. Du coup, le papa de Joy était parti chercher des affaires parce que je suis partie à l'hôpital sans rien. Parce qu'encore une fois, je me suis dit, bon, je vais ressortir, alors que pas du tout. Et du coup, on arrive à Port-Royal, je suis seule à ce moment-là. Ni ma mère, ni mes sœurs, ni papa de Joy, ni qui que ce soit, je suis seule, j'ai pas de batterie. Attends, avant de continuer, j'aimerais te poser une question. Lorsque tu es dans l'ambulance, est-ce que tu communiques avec ton bébé? Oui. Est-ce que tu lui parles? Oui. Là, je parle pour toutes les mamans qui vont vivre cette épreuve ou qui sont en train de le vivre. L'importance de communiquer avec son bébé. Ah oui. Bah déjà, les 10 premiers jours de césarienne, n'importe quoi, d'hospitalisation, du 13 au 23, je parlais beaucoup à Joy. Bats-toi, t'es fort, bats-toi, t'inquiète, ça va aller. Tout ce qui se passe là, n'écoute pas. Si le diable, tu penses que... je lui parlais comme je peux te parler à toi. Bien sûr. Mais alors que je ne savais pas à quoi il ressemblait, je me disais, c'est un bébé, ce qu'il comprend. Non, je dis, c'est pas grave. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je parle à l'esprit. Pas toi, ça va aller. Non. Et quand il était dans des positions je sentais, tu vois, tu le sens bouger. Je sentais qu'il était bas et je savais que c'était un risque, c'est la porte de sortie. Non, pousse-toi, mets-toi de ce côté-là. Il le faisait vraiment. Waouh. Ouais.
Bats-toi, allez, on va prendre du poids, t'inquiète, maman, elle est là, je me bats pour toi. Je priais, je posais ma main sur mon ventre, papa, et tout ce que j'ai pu faire, tout ce que je peux dire, j'ai dit à mon enfant, tout. Je suis sa maman. Personne ne peut faire ce que je fais pour mon fils. Bien sûr. Comme ma mère, personne ne peut faire ce qu'elle a fait pour moi. Je suis sa maman. Et tu sais, là, on parle du côté chrétien, mais on est des bantous. Je connais mes droits bibliques au niveau... Il y a des choses dans la Bible qui appuient ce que les bantous font, ce que nos coutumes. Tu vois, il y a des choses dans la Bible qui appuient. Et je disais, mais non, ça, nous, ça ne va pas arriver chez moi. Pas chez moi. Ni chez d'autres, par la grâce de Dieu, mais pas chez moi. J'ai dit en tout cas, non. J'ai dit en tout cas, Seigneur, moi, je suis sa mère, j'ai le droit sur sa vie. J'ai un droit. C'est moi qui l'ai porté. C'est moi, j'ai eu mal. Personne d'autre a eu mal pour cet enfant-là. Personne d'autre l'a porté que moi. Chacun porte ses enfants. Moi, en tout cas, mon enfant, là, c'est pas ça qu'il va vivre. C'est pas ça que je vais vivre non plus. Je me suis vraiment mise dans une position où c'est moi contre le monde. C'est moi contre la réclamation de mort que mon fils avait, en fait. Contre cette réclamation, contre c'était une épée de Damoclès sur ma tête tout le temps, constamment. Et en fait, il faut essayer de l'éviter, mais il ne faut pas dormir pour ça. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je passais mon temps à prier, méditer. Je pleurais beaucoup. Ça, par contre, c'est vrai. J'ai beaucoup pleuré parce que je me demandais, mais Seigneur, je sais que j'ai des défauts. Je sais que ceci, cela, je sais, mais s'il te plaît, pas ça. S'il te plaît, une fois, la grossesse n'est pas allée jusqu'au bout, pas une deuxième fois. Et surtout pas de cette manière-là. Tu vois, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup, beaucoup pleuré. Et quand je pleurais pas avec un être humain. Tu vois, ma mère, elle venait souvent à l'hôpital, mes sœurs, ma famille, ma belle famille, tout le monde venait à l'hôpital. Je ne pleurais pas avec eux ni devant eux. Quand j'étais dans mon secret avec le Seigneur, c'est à ce moment-là que je pleurais. Quand je priais, que des fois, j'essayais de me mettre à genoux, mais j'avais peur. Donc, je restais allongée, j'étais comme ça. Et je priais comme ça. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, pas ça. Pas ça. C'est normal, c'est triste, mais c'est normal d'enterrer un parent. C'est dans le cycle, c'est de cette manière que ça doit se faire, mais pas dans l'autre. Tu vois. Et même bibliquement, c'est de cette manière que ça doit se faire, et pas dans l'autre. C'est je pense que c'est la plus grande tristesse qu'un être humain peut vivre, d'enterrer son propre enfant. Mais il n'y a même pas de nom. Il n'y a pas de nom. On dit que tu es orphelin, on que dit tu es que tu es veuve. Mais on dit pas, on dit, il y a quoi? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je peux pas. J'ai dit, Seigneur, je peux pas. J'ai pas de mots, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai dit, il y en a qui ont cette force, ça arrive malheureusement. Bien sûr. Je vois qu'il y en a qui ont cette force-là, qui se relèvent derrière. Et dit, mais moi, je sens en moi. C'est ta limite. Je peux pas. Je sais pas comment t'expliquer, je peux pas. Je peux pas. Seigneur ne le permet pas. Tu es le chef des esprits. Ça veut dire que si toi tu dis non, il n'y a rien qui va se passer. Tu dis oui, il y a tout qui peut se passer. S'il te plaît, je m'adresse au chef des esprits, c'est non. Tu vois. Et donc du coup, on arrive du coup le soir à 23h. Le papa de Joy arrive très vite. Et donc on arrive, ils me disent oui. Donc là, oui, effectivement, vous êtes ouvert à 2 larges. Oui, 2 larges, presque 3. Et en gros, la poche des os est fissurée mais pas rompue. En fait, c'est comme un ballon où tu mets une aiguille et puis ça goutte. Mais en fait, le produit amniotique, il se régénère dans le ventre. Donc en fait, si ça goutte, c'est pas très grave. Par contre, si c'est fissuré, c'est fissuré. Et en fait, là, il y a des femmes qui sont dans votre cas à vous, qui peuvent aller jusqu'au terme de la grossesse ou alors un peu plus loin dans la grossesse. Donc vous pouvez avoir cette chance-là, mais je vous garantis rien. Et je dis OK. Il me dit donc là, on va vous garder parce que vous avez un marqueur d'infection. Je me rappelle que de mémoire, je te dis un truc bête, c'est comme si le marqueur maximum, on peut tolérer jusqu'à 5, mais moi, je suis déjà dans les 60. Il me dit donc, il est très élevé, on va vous laisser quelques jours pour redescendre. Et si c'est redescendu et que rien n'a bougé, que ça redescend bien avec les antibiotiques, etc., vous pourriez rentrer chez vous. Et je dis, mais ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Donc j'ai de faire la communication en même temps. Il me dit, ça fait déjà un bon moment, c'était un professeur ou je sais plus quoi. Il me dit, OK. Il dit, mais du coup, si c'était votre femme dans ma situation, est-ce que vous la laisserez sortir? Il me dit, bien sûr que non. Je dis, bah, dans ce cas-là, je ne sors pas dans 3 jours. Que j'ai l'infection ou pas, je ne sortirai pas. Je vais sortir quand mon enfant sortira de mon ventre. Sinon, je ne sors pas. Il me dit, OK, dans ce cas-là, c'est votre choix, il n'y a pas de souci. OK. Je remonte dans la chambre où j'étais la semaine juste avant. Et là, je croise des copines de couloir. Ah, bah, t'es déjà revenue? Ah, bah, elle est là, vous êtes déjà là, madame, et tout. Je dis oui, et tout, on rigole un peu. Je précise qu'à ce moment-là de l'année dernière, mon église était en jeûne et prière.
Et donc, il y avait des prières téléphoniques toutes les nuits vers 5h, 6h du matin, auxquelles j'étais adepte. Et quand je suis arrivée en haut dans la chambre, ils m'ont dit que le matin, je devais faire un test urinaire, me faire pipi dans un petit gobelet et tout. Nanana. Et donc, du coup, je me réveille à 5h pour prier, pour faire le test urinaire en question. Je vais aux toilettes, je me remets sur mon lit. Quand je vais aux toilettes, rien ne se passe. Quand je m'assois sur le lit, j'ai senti une douleur, Rebecca. J'ai dit, OK. Ça commence. Et j'avais tellement mal, mais j'avais mal en bas du dos. Et moi, je ne sais pas que les contractions, ça peut prendre en bas du dos. J'avais mal. On dirait que quelqu'un m'a mis un coup. Tu vois, et comme je t'ai dit, mon église était en jeûne et prière. Et je suis chrétienne. Tout de suite, et je suis noire, congolaise. Tout de suite, c'est de ma famille. C'est côté papa. Ça, c'est le frère de ma mère. Maman. Ça, c'est la sœur de mon père. Ça, c'est Ça, c'est... Ah, je commence à prier les sorciers de ma famille. Je pense pas que c'est des contractions. Ouais, ceci, ouais, cela. Je commence à prier au téléphone. Et plus je prie, plus j'ai mal. Je me dis non, c'est vraiment ça. Ça intensifie. Donc là, il est vraiment en train de tourner mon ventre. Je me dis oh là 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 là, dingue et tout. Vous mourrez pas. Aujourd'hui, c'est pas moi, c'est vous. Autre, c'est pas moi, c'est vous. Et tout. Je suis en train d'attaquer tout ça. Alors que j'envoie le feu. Alors que. Et puis je me rends compte que j'ai de plus en plus mal. Je réveille le papa de Joy. Quand tu pries, mais tu dors, mais tu. Je dis ouais, j'ai mal. Il me dit mais en vrai, on prie, mais on est à l'hôpital. Appuie sur le bouton rouge. En vrai, à la base, on est à l'hôpital. En vrai. D'abord, tu pries d'abord, certes, mais après, tu as fait le corps médical et ensuite... C'est ça. Et j'appuie sur le bouton rouge en question. Le temps que j'appuie, j'ai mal c'est comme une ceinture de douleur dans le dos et dans le ventre et dans les cuisses, jusqu'à mes genoux, s'il te plaît. Ah oui. Je dis, mais attends, mais là, c'est des douleurs... Hein. C'est plus mon oncle, là. Ça me faisait mal, mais ça fait mal à tel point que tu commences à enlever tes habits. Tu sais, quand t'as mal, mais t'as chaud, tellement que t'as mal. J'enlève la veste le gilet que j'avais. Je commence à respirer fort. Il faut que je ventile mon corps. J'ai mal, mais c'est des douleurs, pas à crier ni à se rouler par terre. Juste, j'ai mal. Ça me dérange fortement. Bon, ok. Elle arrive, elle me dit, ah bon, à cause de votre terme, qu'est-ce qui se passe? J'appelle une sage-femme. Elle appelle la sage-femme, elle met le monitoring. Et à force de tous les examens que j'ai faits et que ma sœur soit sage-femme, je sais lire le monitoring, tu vois. C'est pas sorcier. Oui. Tu vois là, tu vois. Je dis pas que je suis hyper intelligente. Oui, mais tu compares les chiffres, tu vois, ça augmente, ça sonne, tu comprends qu'il y a un problème. Exactement ça. Dès que j'ai mal, l'aiguille, elle monte. Dès que j'ai mal, l'aiguille, elle monte. C'est des contractions, ok. Et la dame, elle revient, elle regarde dans mon dossier, elle me dit, ah, hier soir, vous êtes arrivé à 2 larges, 3. Donc, je vais regarder ce qui se passe. Si ça s'est un peu ouvert, il faudra peut-être qu'on redescende en salle de travail. Elle a regardé, j'étais à 6. Elle m'a dit, c'est bon, là, c'est aujourd'hui, vous êtes en train d'accoucher. Premier réflexe, j'ai pas appelé ma mère, j'ai pas appelé mon père, j'ai pas appelé nanana, j'ai pas appelé qui que ce soit. J'appelle le pasteur, je dis au pasteur, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier avec moi? Je sais que je peux prier seule, mais tu as besoin de quelqu'un. Oui, mais à ce moment-là, tu es un peu perdu. Tu es impuissant, s'il te plaît, est-ce que tu peux... Non, surtout qu'il est au courant de toute mon histoire, dans tous les détails. Donc, il sait que là, c'est chaud, elle est pas bien. Quand il va prier avec le cœur, avec les émotions, il va tout donner, il va tout donner. Surtout que j'ai une très bonne relation avec mon pasteur, tu vois. Il y a des bons et des mauvais pasteurs, mais j'ai une très très bonne relation avec mon pasteur. Dieu merci, j'ai une très bonne église. Donc, je savais que j'allais avoir de l'aide. Maintenant, à Port-Royal, il n'y a pas beaucoup de réseaux. J'appelle mon pasteur. Ça a un coup. Non, il a le temps de prier. Amène ma fille, t'inquiète, tout va bien se passer. Tiens-moi au courant. Je te parle d'un truc, il est 5h du matin. Pour l'avoir 6h à ce moment-là. Ah ouais, ok. Pour avoir quelqu'un au téléphone à 6h, le téléphone a juste sonné une fois. Bah, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Même pas allô, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Donc, je lui raconte. Il me dit, non, ça va aller. Calme-toi. Le Seigneur est avec toi. Moi, je ne suis pas là, mais c'est le Seigneur qui te garde. Ça va aller. Il a prié, mets ta main sur ton ventre, on prie. J'ai prié devant la sage-femme. C'est qu'elle m'a vu en folie, en tout cas. La foi est une folie. La foi est une folie pour ce genre de ce monde, non? J'ai prié. Maintenant, quand je veux essayer d'appeler ma mère ou quelqu'un de ma famille, plus de raison. Comme par hasard. On arrive en salle d'accouchement. J'ai pas accouché tout de suite. On m'a mis d'abord la péridurale. Péridurale, ça fait bien mal. Du coup, après, j'ai plus senti les douleurs. T'appuies sur un bouton, les douleurs elles partent. Dès que tu sens quelque chose, t'appuies, les douleurs elles partent. Et là, je te parle d'un truc maintenant, on avance dans le temps, il est genre 10h. Je suis toujours à 6. Mais pendant tout ce temps-là, il y a plein de médecins, plein de sages-femmes, plein de gens qui viennent regarder tout l'hôpital entier sait qui je suis, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, après, on arrive vers 13h, 14h, on arrive enfin à voir on reçoit des messages, donc on a du réseau. Le papa de Joy appelle ma mère, appelle sa famille pour dire qu'il est en train de se passer. Ma mère a pris un Uber, elle est arrivée dans la salle d'attente, elle m'attendait
Elle attendait d'avoir ce qui allait se passer, tu vois. Et donc, du coup, on attend. Et là, il y a une sage-femme qui vient et je vois, elle a un peu... c'est comme si elle a un coup de panique, genre. Elle me dit, bon, on va vous faire du magnésium, c'est pour le cerveau du bébé. Comme ça, si jamais il doit arriver pour donner des chances, etc. Le magnésium, c'est hyper fort. J'ai fait un malaise. C'est-à-dire que je voyais ce qui se passait autour de moi, j'entendais, mais mon corps ne réagissait plus, je ne pouvais plus, j'avais les yeux grands ouverts, je ne pouvais plus bouger. Les médecins sont venus, ils ont fait des petites manipulations, ça allait mieux, tu vois, mais c'était très compliqué, très fatigant, très dur. Ensuite, ils ont déclenché l'accouchement, parce que depuis 6h du matin, et là, il était genre 15h30, il ne s'était rien passé. J'étais toujours à 6, j'avais toujours autant de contractions, mais je ne les sentais pas, parce que du coup, j'avais la péridurale, etc. Ils me font du coup le déclenchement. Du coup, il me faut une perfusion. Dans la perfusion, il y a le produit pour faire déclencher l'accouchement. Ils m'ont déclenché à 15h30 et j'ai accouché à 16h58. Ok, c'était rapide, hein? Ouais, ça va. 15h30, 16h58, c'était assez rapide. J'ai accouché du coup par siège. Donc il était en siège et il était dans la poche des os. Okay. Donc il n'a pas crié parce qu'il était dans la poche. Dans les moments comme ça, dans les grands prématurés, c'est les médecins qui font accoucher. Je ne sais plus comment on appelle ces médecins-là, mais ce ne sont pas des sages-femmes qui font accoucher. Elles sont là, ce n'est pas elles qui font les manœuvres. Et du coup, elle ouvre la poche des os. Je l'entends hurler directement. Attends, elle ouvre et comme on ça. entend clair. Je l'ai vu faire le geste comme ça. J'ai entendu l'eau aussi comme de l'eau qui tombe, quoi. Waouh, impressionnant. Ouais. Elle le met sur moi. D'abord, elle a regardé quelques secondes. Elle a dit ça va, il va bien. Elle l'a mis sur moi. Il était si petit. Il était genre... je le tenais dans le creux de ma main. Waouh. Il faisait 800 grammes. J'ai eu le droit de le mettre, qu'il soit sur moi. Quelques secondes, mais vraiment, ça a duré 10 secondes, quoi, même pas. Histoire qu'il sache que c'est toi. Voilà. Et j'ai eu peur de lui, de mon bébé. J'ai eu peur de lui parce qu'il était... Mais ça s'entend. Il était tout petit. Tout petit. Je sais pas, j'ai pas de mots. J'ai pas envie de le comparer à un animal, que ce n'est pas un animal. Mais je crois que c'est la taille d'une... On dirait une souris. Je crois que c'est la taille d'une aubergine ou un peu plus petite. Je crois. Mais tu sais, les aubergines bien grosses. Oui, les plus petites mais grosses. Je vais te montrer des photos. Je sais pas si tu pourras en mettre quelques-unes en floutant certaines choses. Mais il était tout petit. Vraiment tout petit. Il faisait 800 grammes. Et quand je l'ai vu, on m'a dit touchez-le. Je l'ai touché genre... Oui, mais c'est impressionnant. Parce que j'ai eu très peur de lui faire mal, de le casser ou quoi que ce soit. Il est parti. Ils ont appelé son papa. Ils nous l'ont ramené peut-être 10 minutes après, le temps de tout nous brancher, le mettre en couveuse. Ils l'ont ramené devant moi. J'ai même pas pu le toucher ou lui faire un bisou, quoi que ce soit. Je l'ai vu au travers de la couveuse et ils sont partis avec en réanimation. Wow. Et moi, après, je suis remontée dans ma chambre. J'ai eu le droit de le voir à partir de 22h30, alors que j'accouchais à 17h en gros. Wow. Je l'ai vu à 22h30. Et la dernière fois que j'ai vu mon père me parler, avoir une interaction avec moi en vie, c'était en réanimation. Et donc c'est un choc. Ouais. Et quand il a quitté la chambre de réanimation, il était dans un sac, les sacs mortuaires. Et la première fois que je vois mon fils, c'est en réanimation, dans un sac. Imagine le lien que je me fais dans ma tête. J'ai fondu en larmes. J'ai rarement pleuré à ce degré-là. Parce qu'en fait, ça m'a remis dans une situation que j'ai vécue. Et en fait, pour moi, la réanimation, c'est signe de mort. Pour moi, la réanimation, ça veut dire qu'en fait, c'est fini. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé avec mon père. La réanimation a été suivie de sa mort. Donc pour moi, si mon fils était en réanimation, c'est que, tu vois. Donc j'ai eu très peur, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Vraiment, je crois que j'ai pleuré assez pour une vie entière. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup. J'avais pas le droit de le prendre dans mes bras. J'avais le droit que de le toucher. Tu sais, les couveuses, il y a des petites fenêtres que tu peux ouvrir et tu mets la main au travers. J'avais le droit que de le toucher, mais comme il était tout petit, j'avais peur de le casser. Donc je le frôlais à peine. Il était dans un sac plastique. Et je demande, mais pourquoi il est dans un sac plastique? Elle m'a expliqué que c'est pour garder la température. Température, bien sûr. Mais en fait, moi, même si elle m'explique ça, à cause de mon vécu, je ne l'entends pas, tu vois. Et donc, il est resté en couveuse, en réanimation pendant 2 mois. Et il a fait 3 semaines de néonat. Wow. Et les 2 mois de réanimation, c'était très difficile. Parce que ton enfant est tout le temps branché, il ne respire pas seul. Tu deviens... C'est bizarre parce que tu sais, quand toi, si demain, tu as un enfant, je vais te demander est-ce que je peux le prendre, est-ce que je peux le toucher. Et dans les moments comme ça,
c'est en fait, tu demandes, toi, parent, c'est Si ton tu enfant, ouais. mais tu demandes à quelqu'un qui est étranger à ton enfant, qui est étranger à toi, est-ce que je peux toucher mon enfant? Et je me suis vue être refusée de toucher mon enfant plusieurs fois. Parce que il avait trop maigri la première semaine. Il est né à 800 grammes, il est descendu à presque 300 grammes. Donc il avait trop maigri, donc il était trop faible. Ou des fois, comme il a eu la jaunisse, donc on ne pouvait pas le toucher parce qu'il y avait des lumières sur lui. Ou parce que des fois, il faisait des ralentissements cardiaques. C'est des trucs de fou. C'est des trucs de fou. Ou des fois, il ne prend pas de poids. Des fois, le poids, il casse sa courbure. On sait... Je pourrais même en parler pendant des heures, tellement qu'on a vécu des anomalies de dingue. Mais malgré tout ça, c'est ce que les médecins m'ont dit et c'est ce que je vois, parce que du coup, là, à l'heure actuelle, j'ai même des amis qui sont en réanimation avec leur enfant, tu vois. Et ils m'ont dit, vous vous rendez pas compte, mais votre enfant va très bien. Sauf que moi, un enfant qui va très bien, pour moi, c'est un enfant qui est chez lui, qui est avec sa famille, qui va à la crèche, qui fait des trucs et choses, tu vois. Sauf que, non, moi, mon enfant, il était en couveuse et pendant 2 mois. Et je le dis aux parents qui ne le savent pas, vous avez le droit de rester avec vos enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, peu importe l'établissement, si votre enfant a moins de 18 ans. Et c'est un médecin qui me l'a dit. Okay. Moi, je ne le savais pas. Moi non plus, ça par contre, je savais. Et en fait, le fait qu'il me l'ait dit, j'ai dit, mais c'est parfait. Je vais rester avec mon enfant. Même si ça dérange quelqu'un, je vais rester avec mon enfant. Et je vous remercie, ça n'a dérangé personne à Port-Royal. Ils ont tout aménagé pour que les parents puissent rester. Il y avait un petit lit Kikla que je rangeais la journée et que la nuit, je dormais dessus. Je ne dormais pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de... Tu vois, c'est très bruyant. La néonate est très bruyante. Enfin, pas la néonate, mais la réanimation, c'est différent. La réanimation est très bruyante à cause des machines, du flux, c'est l'air qu'on injecte dans les poumons de l'enfant. Il y a le tableau, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de lumière. Toutes les chambres sont vitrées, donc on voit la chambre des autres. Tu vois, j'ai vu des enfants... Il y a très peu d'intimité. Il n'y a pas d'intimité du tout. J'ai vu des enfants mourir sous mes yeux parce que les médecins sont en train de les réanimer à côté de moi. Je les vois. Et en fait, dans l'action, dans la précipitation, ils ne pensent pas à fermer les volets parce que l'urgence, c'est le bébé. Sauf qu'en fait, à côté de ça, il y a des parents qui sont là. Je les vois, c'est un bébé qui a l'âge de mon fils, qui est né au même terme à peu près que mon fils, qui va peut-être même mieux parce qu'il est né peut-être à 30 semaines, avec peut-être 1,2 kg. J'ai hyper peur pour mon fils. Je me dis, mais attends, si le bébé il est né à 30 semaines, il fait 1,2 kg et le mien à 25 semaines, il fait 800 grammes, ça se passe comment pour mon fils? Donc tous les jours, tu te dis, c'est quand mon tour? Tu vois? Et je me suis rappelé qu'un jour, et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, si quelqu'un doit mourir, c'est pas mon fils, moi, pas lui. Wow. J'ai dit moi, pas lui. Et en fait, dans ma tête, dans mon esprit plutôt, j'ai entendu dans mon esprit, on ne deal pas avec le diable, on deal avec Dieu. Et ce que tu viens de faire, c'est dealer avec le diable. Il n'y a pas de choix, c'est soit vous deux vous vivez en fait, et soit vous deux vous vivez. Et quand j'ai entendu, j'ai dit ok, en fait non, je ne dois pas prier comme ça. J'ai dit Seigneur, on sortira tous d'ici, bien vivants, bien portants, il ne nous manquera rien, tout ira bien. Wow. Wow, c'est très profond ce que tu nous dis. J'aimerais qu'on se revoie pour un deuxième épisode. Oui. On va parler de comment ça se passe à l'hôpital. Parce que beaucoup de femmes ne le savent pas. Pour préparer les femmes qui sont appelées à vivre ça, malheureusement. Et pour celles qui ont vécu ça, pour ne pas se sentir seules. Et j'ai quelque chose qui monte dans mon cœur avant qu'on conclue. J'aimerais que tu pries. Ah, bien sûr. Pour toutes les femmes qui ont vécu ce que tu as vécu. Pour toutes les femmes qui vont vivre ça dans le futur, qu'elles le savent ou non, mais que tu puisses prier pour elles. Et pour toutes les femmes qui ont perdu des enfants et celles qui attendent des enfants. Je veux que tu pries dans ce sens-là, bien sûr. Selon ce qui sera déposé dans ton cœur. Je ne sais pas pourquoi je te demande de faire ça, je ne l'ai jamais fait sur mon plateau. Je vais le faire sans aucun... Mais si tu peux faire ça. Bien sûr. Mon cœur est très touché par ta demande parce que je suis maman, que je sais ce que ça fait que de voir son enfant malade et d'avoir peur pour son enfant. Alors je prie vraiment dans ce sens-là, comme une épaule, comme un soutien. Si c'est peut-être un signe que quelqu'un voit ça, qui croit en Dieu ou pas d'ailleurs, mais qu'il puisse se dire qu'il y a un espoir. Il faut se dire en fait, tant qu'on garde vos enfants dans le milieu médical, tant qu'on lui fait des soins, c'est que même le corps médical, ils ont un espoir. Ils voient qu'il y a une chance de sauver cet enfant-là. On ne le dit pas parce qu'ils ont peur de se dire que si je lui dis que ça se passe mal. Mais dites-vous que tant qu'on fait des soins à votre enfant, c'est que le corps médical lui-même sait qu'il y a de l'espoir. Même dans une situation où tu vois que ton enfant, toi-même tu ne comprends pas, tu es démuni de toute puissance, entre guillemets, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Et pour nous chrétiens, même si le corps médical s'arrête, c'est là où Dieu commence. Yes.
Donc voilà. On Donc peut je vais prier. prier, bien Yes. sûr. Seigneur, je te dis merci pour cet instant avec Rebecca. Je te dis merci pour toutes les mamans, tous les papas aussi qui nous regardent et qui nous écoutent à cet instant. Seigneur, je sais que tu es fidèle, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yes. Tu n'as jamais changé. Tu n'es pas le fils d'un homme pour mentir ou pour te repentir. Seigneur, je sais que l'esprit de résurrection qui t'a visité dans ta tombe au 3e jour visite aussi des enfants à l'heure où je parle. Amen. Le Dieu de Joy, le Dieu qui a sauvé Joy de la prématurité, de l'extrême prématurité, Yes. peut continuer à en sauver aujourd'hui. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses faire grâce, que tu puisses étendre ta main là où un enfant qui est malade, là où une femme m'écoute, là où une femme est en menace de prématurité. Seigneur, que ta main puisse s'étendre sur sa vie. Je prie, Seigneur, que le Dieu qui m'a visité, le Dieu qui a visité mon fils, le Dieu qui a visité tous les jours d'hospitalisation de Joy puisse les visiter aujourd'hui. Seigneur, tu m'as maintenu en vie. Tu as maintenu mon fils en vie. Tu peux aussi les maintenir en vie. Révèle-toi en tant que Jéhovah Rapha, celui qui opère sans laisser de cicatrices. Yes. Seigneur, tu as opéré dans la vie de Joy sans laisser de cicatrices. Tu t'es souvenu de chacun de ses organes, de chaque particule de son corps. Tu l'as laissé indemne. Seigneur, aujourd'hui, Joy va bien. Chaque enfant, chaque parent peut aller bien par ta grâce. Je sais que si tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour eux. Seigneur, je prie, Seigneur, que ta main puisse encore s'étendre sur chacun de ses enfants, sur chacun de ses parents. Fortifie-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne la force d'un buffle à ses enfants, mon Dieu, mon roi. Là où tu as donné la grâce à Joy, alors que je ne le méritais pas, Seigneur, fais-le pour eux. Seigneur, là où tu t'es souvenu de Joy, là où tu as fait que Joy puisse avoir un parcours exemplaire, fais-le aussi pour ces enfants-là. Car ta grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, n'a pas fini, mon Dieu, mon roi. Je sais que nous sommes dans le temps de la grâce et que ta grâce est disponible pour tous. Seigneur, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Waouh, j'ai les larmes aux yeux, Marie. Arrête, tu vas me faire pleurer aussi. Oh là là. Donc voilà. On se Ouais. voit deuxième partie. Ah, bien sûr. Je sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça, mais Et ça s'est fait comme ça. j'ai les frissons. Moi aussi. Et pardon. Et je pense qu'à la deuxième partie, ce sera difficile parce que je fais pleurer. Pleure. Je suis désolée. Non, t'inquiète. C'est difficile parce que c'est la partie qui me fait plus mal. Parce que même si le Seigneur a fait comme je lui ai demandé qu'il a fait, même mieux que je lui ai demandé qu'il a fait, je sais que j'ai beaucoup pleuré. Vraiment, je me disais, mais je sais que je suis pas parfaite. Mais je sais que je mérite pas ça. Et que personne ne mérite ça. Je peux pas le souhaiter même à mon pire ennemi, c'est pas possible. C'est horrible, horrible. Mais le Seigneur a toujours fait grâce quand tu vois le cœur de ton enfant presque s'arrêter et que tous les médecins courent à ta chambre, c'est un film d'horreur. Mais le Seigneur a fait grâce. Waouh. Le Seigneur a fait grâce. Merci Seigneur. Vraiment. Merci Seigneur. Waouh. C'est sur ces mots que nous allons mettre fin à ce premier épisode, on va dire ça comme ça. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez beaucoup appris. C'est pour ce genre de moment que cette émission existe. Et ce n'est pas pour rien. Dieu seul sait pourquoi j'ai commencé par être travailleur social. Si c'est pour écouter des histoires comme celle-ci. Waouh. Merci à tous. J'ai plus les mots, je suis émue. Merci On se revoit très prochainement. Et suivez les frères Lumière qui est derrière la caméra parce que c'est lui qui immortalise tous ces moments. À très bientôt dans le prochain épisode. On va plus parler d'épisodes, hein. J'ai plus le cardio de faire des saisons d'épisodes. Si une émission, voilà, je perds mon latin, sort, c'est que ça sort. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous.